Bienvenue à tous à cette nouvelle édition Football du Bulletin Sportif Podcast. Merci d'être là. Une grosse édition parce qu'une grosse fin de semaine de football et qu'on en a eu pour notre argent et plus qu'amplement. C'était formidable. Ça a fini avec la victoire des Alouettes à la Coupe Grey. Quel match, quelle fin de match extraordinaire. Et à la fin, le ballon qui est lancé à Tyson Philpott, un ancien des Dinos de Calgary, qui, écoute, un joueur qui a marqué le football au niveau universitaire. Donc, chapeau aux Alouettes. Mention spéciale parce qu'évidemment, on va en parler amplement, le match de la Coupe UTEC, alors que les Carabins l'ont emporté et se sont qualifiés, évidemment, par la même occasion, pour la grande finale de la Coupe Vanier. On en parle avec Jason et Pat, absolument, on fait le tour de ça. On parle évidemment de UBC qui a gagné l'autre match, celui de la Coupe Mitchell, qui vont être les adversaires de la Vanier. Donc, on fait le tour de tout ça. Et évidemment, on parle avec William et Marc de tout ce qui s'est passé à Trois-Rivières. On a eu 4 matchs à Trois-Rivières, Bol d'Or, Division collégiale, Division 1, Division 2, Division 3. Et Juvénile Division 1 aussi, dont on parle pratiquement jamais, mais on va prendre le temps. On a regardé ce match-là aussi, du très, très, très beau football. Donc, un menu vraiment de haut calibre pour vous dans cette édition que je vous souhaite d'apprécier. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je veux quand même prendre le temps de mentionner qu'en fin de semaine prochaine, pendant les festivités de la Coupe Vanier, on embarque dans la fête non seulement du football, mais du flag football. Comme l'année passée, c'est la même chose cette année. Plusieurs équipes universitaires d'Ontario et du Québec vont être présentes pour un événement de flag football, un tournoi de flag football qui va être joué. 4 équipes du Québec vont être présentes. Montréal, Laval, Concordia et Sherbrooke. Donc, bravo aux organisateurs d'avoir et d'impliquer les filles du flag football. Un beau sport, un vraiment beau sport. J'invite les gens qui sont fans de football et qui ne se sont pas encore embarqués un peu dans la vague du flag. Allez voir ça, c'est vraiment intéressant. C'est athlétique, c'est rapide, c'est vraiment le fun. C'est vraiment, vraiment le fun à regarder. Fait que j'apprécie vraiment l'idée qu'on les intègre de plus en plus dans les événements de football. Donc, voilà. Fait que c'est dit, ça va faire partie des festivités. J'ai aucune idée si on va être capable de voir ça via le web. Je sais qu'à la télévision, non, mais bon, quand même, je voulais mentionner la présence de ces équipes-là québécoises qui, je vous le dis tout de suite, vont faire plus que bonne figure, risquent de tout rafler là-bas parce que c'est habituellement le cas. Nos équipes québécoises sont extrêmement solides. Donc voilà, fait que il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon show. Profitez-en. On est à la fin. C'est sur le bord de finir tout ça. Notre session de football, mais on n'a pas fini. Là, il nous reste quand même quelques shows à faire avec vous. Mais n'empêche, on parle des derniers matchs de la saison. Et franchement, on a tellement apprécié le spectacle. J'espère que vous allez autant apprécier nos analyses. Puis vous allez évidemment apprécier le show qui vient avec. Sur ce, amusez-vous bien. Foot universitaire, en entrée, le petit segment montre un trophée intéressant, celui de la Coupe Vanier. On est rendu là parce que les Carabins, grosse victoire en fin de semaine. On en jase avec Jason et Pat. Salut les gars. Salut Phil. Salut Phil. Salut Jason. Écoute, on savait que les Carabins étaient forts, qu'il y avait une grosse défensive, mais c'est toujours, puis on l'a mentionné plusieurs fois, c'est toujours difficile de faire l'évaluation des autres ligues tant que tu n'as pas joué un contre l'autre. La victoire des Carabins et surtout la domination de la défensive des Carabins, est-ce que... Ben, en fait, on va parler du match comme tel, là, on parlera plus tard, mais est-ce qu'on pouvait s'attendre quand même à voir la défensive de nos représentants être si dominante quand même contre Western, qui n'avait pas perdu un match de l'année, qui avait, connu des matchs relativement serrés en Ontario pendant la saison, mais ils les avaient gagnés quand même. Ça restait une bonne équipe offensive, mais les Carabins, ils les ont plus que contenus, en fait, 6 revirements en première demi. Fait que
Je ne sais pas comment vous avez vu ça. Je vais vous laisser la parole pour m'analyser plus en détail la game. Qu'est-ce que vous avez vu? Mais moi, j'ai été vraiment impressionné par cette démonstration-là. Pat, vas-y donc. On a parlé toute la semaine que ça allait être le Joe Show, mais c'était plus le Denis Touchette Gang Show. La défensive, Western, ils ont de l'air, la O-line de Western a de l'air plus des portes Western que d'une O-line. Oh! Mais c'était terrible comment cette O-line-là s'est fait dominer là, par le front défensif des Carabins. Moi, j'avais rarement vu une game de demi-finale, de finale à ce niveau-là, où ce que la O-line s'est fait autant malmener. On critique beaucoup le carable, il a pris des décisions louches, mais quand tu as du quelqu'un dans le visage à jeu après jeu, puis que tu n'as même pas le temps de setter tes pieds, puis que t'es pas un gars qui est réputé pour bouger tant que ça non plus, puis qui sort une commotion, puis tu vois des gars je pense qu'il était déjà PTSD avant la game, puis il a fini PTSD fois 1000 après la game. Je comprends aussi qu'il y avait d'habitude la O-line de Western, c'est une O-line qui, moi j'ai jamais vu ça de la part de Western. C'est une équipe qui s'est rendue, qui a gagné la Coupe Vanier il n'y a pas longtemps, qui sont rendus à Coupe Vanier par la suite, puis c'était vraiment une performance médiocre de la part de leur ligne offensive. C'est sûr qu'on s'entend on avait parlé en début d'année que peut-être que on avait peut-être sous-estimé certains gars sur le front de Montréal, mais je pense qu'on se rend compte que le front de Montréal il est spécial finalement, puis que peut-être beaucoup de gars sur ce front-là qu'on prendrait avant des gars de Laval en bout de compte, une domination comme ça. Il y a même quand il embarquait des backups, les backups avaient des sacs. Ben, ça montre peut-être qu'au-delà des noms, c'est le système aussi, comment ça a été pratiqué, comment ça a été intégré, comment les gars savent jouer ensemble. À un moment donné, il y a les lignes, que ce soit offensives ou défensives, il y a beaucoup de timing, il y a beaucoup de. Oui, il y a de l'exécution toujours, là, mais il y a quand même, on le dit souvent, le monde va mettre cette image-là, il y a un balai des lignes, là, où est-ce que les merges que tu peux avoir, les crosses que tu peux avoir, qu'est-ce que. Ça, à un moment donné, il y a une lecture qui est faite, fait que c'est pas juste de bulldozer le gars en avant de toi, c'est pas juste de l'éviter puis de passer à travers. Oui, il y a de ça, c'est clair, mais il y a aussi le fait d'être capable de travailler ensemble. Fait que c'est pour ça que tu dis probablement que les backups arrivent. Ils sont excellents, les backups là, en passant de Montréal. Mais il y a un élément là-dedans aussi. À Denis et son staff défensif avec Antoine Pruneau et tous ces coachs-là, ils ont des bons athlètes entre les mains, mais les gars, ils jouent un peu à l'image de Denis. Denis, c'est un gars agressif, c'est un gars qui laisse rien sur la table, mais les gars jouent comme leur coach. Jason, toi, tu retiens quoi justement de ça, de ce que tu as vu du match de samedi? Mais ce que j'ai retenu, c'est que, comme tu as dit, Pat, la ligne offensive de Western s'est faite dominer. Et je pense que déjà, le fait que c'est une ligne offensive jeune, beaucoup de leurs partants de l'an dernier ont gradué. Je sais qu'ils avaient un de leurs tackles que c'était un vétéran, mais globalement, c'est un groupe jeune que, comme on l'a dit, ils n'ont pas vu un front aussi dominant que celui de Montréal. Et globalement, leur carrière, Evan Elliott, c'est un jeune joueur aussi. C'est ça la fois aussi que je pense que j'ai un peu sous-estimé. C'est que même si c'est une équipe qui a été en ascension sur les 2 dernières années dans leur conférence, puis qui joue bien, ça reste quand même un collectif jeune. Et le collectif de Montréal, ils ont vécu les défaites face à Saskatchewan durant la Donne du Monde l'an passé. Ils ont ce vécu-là collectif qui fait que c'est leur année, ils savent comment gagner. Et je pense que les coachs de l'Université de Montréal ont fait un très bon travail pour juste maximiser le talent de leurs joueurs à chaque position. Je sais que vous avez dit que c'était pas nécessairement le show de Jonathan Sénécal, mais Jonathan Sénécal, il a joué quand même, je trouve, un excellent match. Comme oui, comme il y a 2 interceptions, je trouve que la première, c'était quand même plus une passe où c'était, pour moi, c'était un calcul risqué dans un certain sens. Ça a été intercepté, mais ça aurait pu aussi être, ça aurait pu être sorti du terrain, peu importe. Moi, je trouve que Jonathan a fait des jeux à la Jonathan, comme je me rappelle la passe au 4e quart, qui scramble à gauche, puis qui sort de ses pieds, puis qui fait un lancer que seul lui peut faire. Ouais. Mais tu sais, j'ai trouvé qu'il a quand même forcé certaines balles, des fois dans des coverages. C'est pas des trucs qu'il faisait dans l'année. On dirait que des fois, il a pas reconnu, il était peut-être pas à l'aise des fois avec certaines couvertures que Western lançait. Puis je trouve qu'il a quand même lancé certains gars à l'abattoir. Je pense qu'il y a 2-3 gars qui ont mangé les grosses
shot. Puis, c'est pas dans ses habitudes. Je trouve qu'il a pris quand même des risques qui auraient pu être coûteux pour l'équipe contre l'adversaire, plus Corias. Il a fait des jeux incroyables, mais je trouvais que, en termes de décision sur certaines passes, je trouvais qu'il a lancé un pic, que d'habitude, il ne lance pas ce pic sur le seam le deuxième, la deuxième attention qu'il a lancé. Je trouvais que c'était pas un. Il a précipité son geste, puis c'est pas des choses qu'il fait d'habitude. Fait que c'est sûr, mais je pense pas que c'est un match médiocre, mais je pense qu'il était pas nécessairement à l'aise avec ce qu'il voyait, contrairement à ce qu'il voyait dans des défensifs du RSEQ. Là. Non, je suis d'accord. Je vais te poser. Ouais, vas-y, Jason. Non, mais je suis d'accord. Il y avait une passe, je pense, à Brandon Gogon. Il a lancé, il s'est fait vraiment frapper super fort. Puis il est sorti du terrain. Mais quand même, je trouve que les passes qu'il faisait à contre-courant, les gains à la course, quand même, au final, au début, c'était moyen. Mais après ça, je pense que les coachs lui ont parlé, il s'est calmé. Puis les décisions étaient de mieux en mieux vers la fin du match. Est-ce que ces lectures-là qui ne semblaient pas faire, ça viendrait notamment du fait que c'est. Tu sais, il ne veut pas, tu joues contre les 4 mêmes équipes toujours. Ils ont beau modifier certaines affaires, tu joues contre les 4 mêmes équipes toujours dans la saison. Le fait de jouer contre d'autres types d'équipes, d'autres types de. Un nouveau coordonnateur défensif qui a probablement des pensées différentes, puis assurément d'autres sortes d'outils tout d'un coup que tu connais moins. Est-ce qu'il a été capable de cacher des choses ou de présenter des défensives, justement, que Jonathan n'avait pas vues avant. Puis c'est peut-être ça qui l'a amené à forcer des jeux ou l'a amené à lancer des ballons à des endroits que, une fois qu'on le voit, puis une fois que le ballon est dans les airs, tu vois qu'il y a une double couverture. Peut-être qu'il n'a pas vu que ça allait être une double couverture à ce moment-là. Comment tu avais vu ça, les coachs, là, sur Je pense qu'il y a ces deux éléments? choses. Je pense que, Western, c'est une bonne équipe. Il devait avoir analysé le film quand même. Montréal devait avoir des tendances dans certaines situations. Puis ils ont fait des couvertures face à ces tendances-là. Puis probablement que des fois, Jonathan, il a vu un look initial qui ressemblait à ce qu'il voit d'habitude pour prendre sa décision. Finalement, mais il y a comme une curveball qui arrivait. Je pense que des petites choses comme ça. C'est sûr que c'est moins automatique pour lui quand tu fais du film d'une équipe que tu joues pendant 3 jours, puis que les couvertures, tu les as pas vues live, puis c'est différent de ce que Laval te montre 3 fois dans l'année, mais c'est pas la même mécanique, c'est pas le même rythme que tu as dans ta pensée, dans ta mémoire. C'est comme ça va vite pareil, je veux carrière. Ah non, absolument. C'est une quantité folle de décisions très, très, très rapide. Puis après ça, c'est une exécution. Puis vous l'avez mentionné, tu sais, Jonathan Sénécal, je pense qu'au-delà des chiffres qu'il a fait dans le match, au-delà des mauvaises lectures, en tout cas qu'il a pu faire à certains moments, ça reste qu'il a fait une démonstration à plusieurs reprises de capacité que personne d'autre a. Tu l'as dit, replacer ses pieds. Quand tu pars d'un côté, tu arrives à replacer tes pieds puis décocher une passe à contre-courant. Il y a peu de monde qui arrive à faire ça. Puis des fois, il ne replace même pas ses pieds. Il trouve le moyen de redécocher une passe à des endroits. Tu te dis, qui fait ça? Exactement. Fait, quand on nous pose la question, moi, en tout cas, ça m'est arrivé. Là, j'ai eu une discussion à un moment donné, c'est les lignes de côté avec des gars collégiaux. Tu dis, ils me demandaient pourquoi Jonathan Sénécal est si bien classé ou quoi. Je dis, mais c'est parce qu'il fait des choses que d'autres ne font pas. Et donc, à la fin, c'est pas juste il a lancé une passe puis il l'a complété ou pas. Il arrive à lancer une passe puis à créer un jeu avec quelque chose qu'en temps normal, quelqu'un serait juste parti ses lignes de côté puis il serait sorti du terrain ou aurait lancé le ballon puis s'en défaire. Lui arrive à faire un jeu avec ça. Puis il l'a démontré dans ce match-là à plusieurs reprises. C'est vraiment un gars extraordinaire là-dessus. Puis un autre aspect qui m'a impressionné, c'est juste le travail des unités spéciales des Carabins. Avec Philippe Boyer, je trouve que leur coordonnateur, Jean-Samuel Blanc, je sais qu'on ne le mentionne pas autant, mais c'est un excellent coach. Et je trouve que tout au long de l'année, les unités spéciales des Carabins, puis même dans ce match-là, ont vraiment bien exécuté. Puis globalement, de la même façon que Jonathan Sénécal, comme vous l'avez mentionné, il a peut-être été perturbé par la différence de couverture avec Western. Je pense que du côté de Western, avec Evan et Locke, je ne sais pas, à certains moments, il y a tellement de passes qui auraient pu être interceptées. Il a fini avec 3 interceptions. Honnêtement, je pense qu'il aurait pu terminer avec 5-6 interceptions. Les passes qu'il lançait, les interceptions qui ont été échappées, je pense à notamment une interception au début de match qui a été échappée par Kellen Saint-Cyr.
ce match-là aurait pu être beaucoup plus, en termes du score final, beaucoup plus dominant du côté des Carabins que qu'est-ce qu'on a eu, que le résultat qu'on a eu au final. Puis globalement, je pense que les Carabins, encore une fois, ils montrent juste la dominance, l'exécution et juste l'esprit d'équipe. Tu sens vraiment que c'est un groupe que collectivement, ils s'aiment. C'est l'équipe du moment. Puis ils jouent avec une intensité qui est remarquable. Est-ce que, puis tu as raison, là, ils ont un momentum vraiment impressionnant. Est-ce que le fait que il y a plusieurs des drives qui finissent avec des placements au lieu de finir avec des touchés, c'est quelque chose qui vous a inquiété ou qui vous inquiète pour le match final, de voir que, oui, on s'en tire tout le temps avec des points et on accumule, mais tu sais, tu marques 29 points, mais tu as seulement 2 touchés. Est-ce que c'est quelque chose que vous voyez comme un élément dérangeant ou non, regarde, on ramasse les points qu'on nous donne puis on est allé les chercher puis c'est beau? Comment vous percevez cet aspect-là? Non, je pense pas que c'est un problème parce que je pense que la défense des Carabins comprend qu'il y a un élément à aller chercher de juste prendre, aller chercher des interceptions, créer des échappées. Je pense que de leur côté, ils savent qu'ils ont la responsabilité de redonner la balle à l'attaque, puis ils sont confiants, puis ils savent qu'ils ont les joueurs pour exécuter cet aspect-là du jeu. Fait, aller chercher les revirements, ça va être un élément clé. Et face à UBC, je pense pas qu'ils ont la ligne offensive, encore une fois, comme de la même façon que Western, je pense pas qu'ils ont la ligne offensive de façon collective en termes d'expérience, mais en termes de juste d'exécution pour affronter la ligne défensive des Carabins. Pat, toi, que tu le vois comment, parce qu'on va y aller, vers UBC dans quelques minutes, mais j'étais curieux de savoir, là, puis je cherche pas des bébites là, où il n'y en a pas, là, le match de Montréal, tu vas vraiment démontrer une domination puis une prise de contrôle de la partie. Mais je me dis, tu es quand même allé chercher 6 revirements. Les probabilités, ça ne peut pas faire partie de ta stratégie de penser que tu vas en avoir 6 à la première demi du prochain match. Je pense en tant que coach, pour le nombre de revirements qu'ils ont eu, c'est sûr que ils ont. Marco n'est pas content. C'est sûr que tu t'attends à avoir plus de touchés qu'autant de revirements que ça. Le match aurait pu vraiment être. C'était à sens unique beaucoup, mais ça aurait dû vraiment être comme. Ce match aurait pu finir un 50 à 0. C'est sûr que ils sont pas contents. En même temps, ça leur donne des arguments pour. Parce que présentement, je suis pas sûr qu'ils vont avoir autant d'opposition que ça en ce week-end non plus. Je pense que c'est l'équipe qui peut battre Montréal, c'est Montréal présentement. Je pense que ça leur donne des arguments pour bien préparer leurs joueurs et s'assurer que les gars font les choses comme il faut. Là. Parlons-en justement. Là, bon, UBC a battu Saint-FX 47-17. Personne n'est tant surpris du fait qu'habituellement, l'équipe de l'Atlantique, malheureusement, depuis quelques années, arrive au niveau national puis n'offre pas nécessairement une si grosse opposition. Par contre, comme vous dites, les gars, UBC ne semble pas avoir beaucoup de crédit. Ben, pas de crédit, là, je veux pas dire ça comme ça, je choisis mal mes mots, mais on voit mal UBC donner une très grosse opposition à Montréal. Est-ce que c'est parce qu'on voit trop Montréal comme étant de big thing ou, il faut faire attention quand même. Là, ils ont pareil battu 47-17, ils ont fait leur travail, puis UBC ont gagné l'Ouest, puis ils arrivent là pas en 2 de pique non plus. Là. Mais je pense que c'est juste que quand tu regardes, comme moi, ça a été flagrant quand j'ai regardé les 2 matchs. Quand j'ai changé de poste, puis j'ai commencé à regarder la game Saint-FX UBC, on dirait que je regardais un autre ligue. Je voyais le gabarit des gars, l'exécution de jeu, la vitesse. Je voyais que c'était pas le même niveau du tout. Puis, en début de game, Saint-FX, c'était quand même dans le match pendant pratiquement toute une bonne partie de la première demi. Ouais. Puis, physiquement, sur des spéciales défensifs, ils ont quand même brassé UBC. Défensivement, Saint-FX avait quand même quelques gros bonhommes. Puis, sur des kick-offs, sur certains jeux, là. Ils ont des gars qui ont eu des gros hits, puis ça jouait quand même physique, mais le UBC, c'est une équipe qui a l'air basée, qui est plus
bâti, tu sais, comme skills. Tu sais, je trouve qu'au niveau de. Mais c'est une équipe qui a de l'air vraiment jeune. Là. C'est des jeunes chiots encore. Puis de l'autre bord, t'as des bulldogs qui sont à maturité. Puis de l'autre bord, t'as des petits chiots. Tu sais, c'est des gars qui ont peut-être la roller c'est tous des gars qui sont faits longiligne, tu sais, qui ont. Tu sais, ça a l'air des gars athlétiques, c'est des bons joueurs de football, mais tu sais, je pense pas que physiquement. Je pense que Kalen Saint-Cyr, il a l'air plus gros que la moitié d'Aurélie défensif. Ouais. Non, 100%. Puis, du côté du BC, il faut leur donner, c'est quand même une équipe qui a gagné un momentum. C'est leur 5e victoire de suite. Mais comme tu l'as mentionné, Phil, de leur côté, leurs éléments forts, c'est déjà, ils ont un bon carrière. Garrett Rooker, c'est un jeune, c'est un Américain. C'est un jeune c'est un gars super athlétique qui joue au basket, joue au foot, qui a décidé d'aller à UBC, puis vraiment juste se donner dans le foot, puis c'est devenu un excellent carrière qui est assez mobile. Il peut faire un peu des passes à contre-courant, mais globalement, je pense pas qu'il y a un bras. Il y a pas un bras comme Jonathan Sénécal, mais il y a des compétences athlétiques. Puis de leur côté, ils ont un excellent receveur, Sam Davenport, qui est athlétique, qui peut faire des attrapés. T'as Isaiah Knight, qui est un excellent tailback de leur côté aussi. Fait au niveau de leurs skills offensifs, ils ont des joueurs, mais défensivement, puis au niveau juste de leur ligne, c'est comme tu l'as dit, c'est juste pas comparable d'un point de vue de juste talent athlétique comparé au Carabin. C'est pas des joueurs qui sont à maturité, puis c'est des joueurs qui, pour la plupart, en fait, c'est la première fois qu'ils jouent dans un match de ce calibre-là, face à une équipe qui est aussi expérimentée que les Carabins. Est-ce que, je pense que j'ai un peu ma réponse, je veux pas, Pat, quand tu disais les Carabins peuvent battre les Carabins, c'est à peu près tout ce qui peut arriver. Est-ce qu'il y a une façon que UBC peut déranger les Carabins? Parce que ça commence par... Faut que tu battes la défense des Carabins, tabarouette, si tu veux faire des points. Les Carabins ont donné aucun touché en 3 matchs éliminatoires. Le dernier touché qui a été réalisé contre les Carabins, c'est Concordia dans leur victoire. Et peut-être d'ailleurs, parenthèse, ça démontre à quel point Concordia et Laval sont forts dans tout le Canada. On a tendance à dire à se voir égal avec les champions des autres. Mais est-ce que cette année, du moins, il ne faut pas aller trop loin, mais à quel point UBC a une chance d'aller battre la défense de Montréal puis mettre des points? Puis je parle même pas de créer des revirements, je parle simplement de stratégiquement, puis après ça, les batailles 1 contre 1 qu'il va y avoir sur le terrain. Comment voyez-vous UBC avoir une chance de mettre des points sur le terrain? UBC, défensivement, je pense pas que leur front est à maturité encore, mais dans le tertiaire, quand même des bons athlètes. Fait que, potentiellement, ils peuvent leur demi-défensif peuvent matcher les receveurs des Carabins qui sont quand même amochés. Mais ça reste un gros si. Je pense que la ligne offensive des Carabins, malgré comme les hauts et les bas cette année, je pense que ils vont être capables de jouer sur puis d'être dominants contre la ligne défensive du UBC qui ne m'a pas vraiment impressionné en fin de semaine là, contre Saint-FX. Mais comme au football, tout peut arriver. Là, tu joues à Coupe Grey 10 fois, puis peut-être les Alouettes la gagnent 2 fois. Fait, au football, tu peux pas demander les maths, c'est beau, les évaluations, c'est beau, mais souvent, c'est l'équipe, la façon que l'équipe se présente, c'est l'équipe qui a le plus fin qui va gagner. Je pense. Puis la seule problème pour UBC, c'est que les Carabins ont l'air d'avoir de l'appétit encore. Je pense pas que les Carabins vont arriver dans ce match-là et qu'ils vont être satisfaits de ce qu'ils ont accompli. Je pense qu'ils voient le big picture, puis c'est des gars qui ont vécu des déceptions des années précédentes, puis qui voient l'objectif en vue. Mais ça reste que c'est toujours dangereux quand les joueurs se mettent à faire des maths, puis il n'y a pas de maths au foot. Souvent, c'est l'équipe qui se présente, qui va faire ce qu'il y en a. Mais il faudrait que UBC se présente, puis qu'il y ait beaucoup de miracles, puis qu'il se passe quelque chose de spécial de leur côté pour qu'ils puissent gagner. Moi, je crois pas du tout. Là. Ouais. Non, mais en tout respect, je pense qu'ils n'ont aucune chance de gagner. Mais pour se donner une chance, comme tu l'as dit, Pat, je pense que contrairement à Western, ils vont devoir capitaliser sur des revirements ou sur de l'indiscipline du côté des Carabins en attaque. Western, ils n'ont juste pas été capables de faire ça sur les interceptions de Jonathan Sénécal. UBC, est-ce qu'ils peuvent
prendre un revirement puis faire quelque chose de positif avec leur attaque. Et aussi, est-ce qu'ils vont être capables de peut-être vraiment bien protéger leur carrière, courir le ballon. C'est peut-être vraiment aller chercher cet élément-là de physicalité, mais globalement, je ne vois pas comment ils vont pouvoir rentrer dans ce match-là. C'est clair que les Carabins vont dominer. Puis on voit aussi la façon que UBC a joué. Quand vous regardez le match, ils jouaient un peu un style un petit peu américain, un style qui courait beaucoup le ballon, des play action, des RPO. Il n'y a personne qui réussit à courir sur les Carabins cette année. Fait que je pense pas que. Mais il n'arrive pas à passer non plus. Fait que... Quand tu regardes que Western, qui est l'équipe de courir sur tout le monde, c'est fait ramasser comme ça, mais UBC, il va falloir que puis c'est dur à changer d'identité quand tu arrives à la Coupe Vanier. Tu joues d'une façon toute l'année, puis tu arrives à la Coupe Vanier, puis tu joues d'une façon différente. Il n'y a personne qui a couru ses Carabins cette année. Laval n'a pas réussi à courir ses Carabins. Concordia un peu, mais c'était comme avec le système qu'ils ont qui prennent les opportunités que la défensive donne. UBC semble jouer des trucs similaires, mais c'est pas nécessairement RPO comme dans la pochette comme Concordia, c'est plus des zones des actions qui lisent les lignes défensives, soit ils donnent ou ils gardent avec le carrière au périmètre, mais je suis pas sûr qu'ils vont pouvoir faire long feu avec ça, juste avec ça contre les Carabins, comme qu'ils ont fait contre Saint-FX. Fait que dans le fond, la question, ça va être est-ce que leur carrière va être capable de rester dans la pochette puis juste bien jouer, prendre les bonnes décisions, être précis puis bien anticiper. C'est ça que je comprends de ta perspective. Exact. Puis moi, j'ai pas vu ça dans le match, que c'est un carrière qui va te battre s'il joue juste dans la pochette. C'est un gars, comme tu dis, qui est un bon athlète avec un bras moyen. Mais si ce gars-là, si les Carabins font ce qu'ils vont faire, garde ce gars-là en deuxième et long tout le temps, je vois pas QBC beaucoup de solutions en deuxième et long face aux Carabins. Ben, c'est une chose, mais si je regarde cette année, quand les Carabins ont eu des difficultés à des moments, quand il y a eu des séquences dans des matchs où est-ce que ça a moins bien été, quand Concordia les a battus, oui, Concordia, les joueurs, là, puis je comprends que Concordia a peut-être des joueurs que UBC n'a pas, mais je parle juste stratégiquement parlant. C'est les équipes qui ont dit, ben, nous autres, on va courir, puis on va trouver une manière de passer là. Et l'inverse, est-ce que tu es capable de forcer les Carabins à courir, justement, ce qui n'est pas leur force au niveau de l'attaque? C'est pas une équipe qui a battu personne à cause de son jeu au sol. Oui, Jonathan, quand il a pris contrôle avec ses pieds, ça c'est vrai, là, mais je veux dire, le traditionnel donne le ballon à ton porteur. Est-ce que UBC est capable de jouer un match où ils vont forcer le jeu à se passer au sol et peut-être à ce moment-là se donner une chance? J'essaie de le voir de même parce que la question, c'est est-ce qu'au niveau de leur de Montréal, tu sais. Mais la question, c'est est-ce qu'au niveau de leur tertiaire, ils ont des joueurs qui sont assez niveau football intelligent puis discipliné pour exécuter un plan de match afin de forcer ce type de situation-là? Puis aussi, la question, c'est, comme tu l'as dit, Pat, est-ce que parce que oui, au niveau des receveurs, les Carabins, ils ont pas Hassan Dosso, par exemple. Fait que, ils ont des blessures. Mais est-ce qu'au niveau athlétique, ils vont être capables de suivre ces joueurs-là, de répondre à ce défi-là, de jouer face à des athlètes qui sont plus vieux, plus expérimentés? J'en doute. C'est vraiment ça ma perspective. Moi, j'ai vu des joueurs quand même athlétiques dans la tertiaire, là, de très bons athlètes, mais je pense pas que ces jeunes-là sont à maturité encore. Je pense que UBC, c'est une équipe qui va être bonne les 3 prochaines années, mais je pense que cette année, ils sont peut-être une année en avance là, ou 2 années en avance sur la livraison de leur équipe. Là. Moi, je trouve qu'ils ont des skills offensifs, défensifs ou position athlétique. Mais je pense que c'est au niveau des lignes offensives, défensives. Peut-être c'est juste la game contre Saint-FX qui a fait en sorte qu'ils ont eu de l'air peut-être. Mais en même temps, quand tu n'es pas physiquement dominant contre une équipe des Maritimes sur les lignes, ben, ça me donne des sons de cloche quand même. Mais ils ont quand même démontré qu'ils ont une équipe explosive. Ils ont des athlètes offensivement qui vont faire des jeux. Ils ont des athlètes qui peuvent couvrir des receveurs, mais
en première demi, Saint-FX faisait beaucoup de jeux par la passe quand même contre UBC. Puis les receveurs de Saint-FX, des bons receveurs, mais c'est pas malgré les blessés des Carabins, c'est pas des gars au niveau athlétique, des gars des Carabins. Fait que, je pense que, comme on dit depuis tantôt, il y a des bonnes chances que ça soit dur. Non, avec le retour en plus d'un Iragi Muganda, moi j'ai trouvé ça le fun Iragi Muganda, tout le monde l'a oublié, mais l'année passée, Iragi Muganda, il faisait. Avant sa blessure, il est en ligne pour. On parlait pas de le meilleur Kalenga. Le meilleur Muganda, c'était pas Kalenga en début d'année, c'était Iragi. Iragi il avait un gros début de saison. Là. Non, exact. Puis là, tu sais, son retour, tu sais, quand on l'a vu, il a capté 2 passes et tout, mais tu sais, tu sentais que. Est-ce que, tu sais, ce gars-là, s'il s'en vient remplacer Dosso, moi, William Legault, c'est un gars que j'adore. Je trouve que j'aimerais ça qu'il reçoive plus de passes, mais c'est un gars, je trouve, très efficace. Puis Carl Chabot. Carl Chabot, avez-vous la moindre idée à quel point ce gars-là, tu sais, on parlait de, bon, il y en a qui vont prendre ça à la légère, ou, bon, on ne l'a pas dit nécessairement comme ça, mais tu sais, quand on dit Montréal pourrait battre Montréal, ça pourrait être le genre de choses qui pourrait arriver. Carl Chabot, là, est-ce que tout le monde va vouloir s'assurer que lui, il sorte de là avec une victoire puis une vanille dans sa vie? C'est la bougie d'allumage. Il ne faut pas dire ça quand j'attends Sneakal est là, mais Carl Chabot, ils ont besoin d'une course, ils vont mettre porteur de ballon, il fait des QB, ils le mettent partout, puis il fait des jeux dans toutes les sauces, puis c'est un gars qui joue. Ça a toujours été un gars confiant, mais il joue avec une grosse confiance. Puis c'est un gars qui apporte du swag à leur unité de receveur. Carl Chabot, je pense que tout le monde adore le voir jouer. Il joue 3 fois son 16, mais tout le monde dit que c'est un petit joueur. Carl Chabot, il est stack. Là, Carl Chabot, je pense qu'il est 5 et 4, puis il doit peser 180 livres. Là, il est pas facile à plaquer, Carl Chabot. C'est une petite boule de muscle. Là. Mais c'est tout un joueur de football, mais les Carabins, Hassan Dosso n'est pas là, mais avec Iragi, avec Dudley Jones, William Legault, Daniel Gourgon, c'est un gars qui a toujours passé un peu dans l'ombre, mais c'est un solide receveur. Moi, quand moi je coachais collégial, là, ce gars-là m'impressionnait semaine après semaine. Les jeux, c'est un gars vraiment athlétique qui est vraiment sous-estimé là, dans l'offensive des Carabins. Tu as le jeune qui s'est blessé aussi, là, je pense que c'est la Rose, là, pardon. La Rose, que tu sais, c'est un bon joueur. Je suis pas sûr qu'il va jouer. Il avait de l'avoir peut-être une commotion, malheureusement. Je pense qu'il est correct, mais tu sais, les Carabins ont quand même les outils à la position de receveur. Puis, tu sais, les porteurs de ballon sont quand même ensemble. Tu sais, sont tous de retour, sont en santé. Fait que, tu sais, je pense que si les Carabins se donnent la patience de courir un petit peu puis d'ouvrir leur attaque, ben, tous les éléments sont là pour eux, là. Bon, fait que en gros, j'aurais essayé de vous amener des. Je pense que la question, c'est plus à quel point les Carabins vont dominer et combien de points ils vont marquer. Ben écoute, je m'en plaindrai pas, étant donné que je me cacherai certainement pas d'être pro et champion du RSEQ. Je rappelle juste encore une fois que moi, je pense que ça démontre à quel point à force de regarder nos équipes, les avoir dans notre face, le Rouge et Or, puis notamment les Stingers cette année avec ce qu'ils ont fait, je pense que ça démontre à quel point ces équipes-là, en tout cas pour cette année, en 2023, on avait probablement 2 et peut-être même les 3 meilleures équipes au Canada, du moins à la fin de la saison. Là, au début, c'est une autre histoire. Mais dernière semaine de la saison régulière, peut-être que les 3 meilleures équipes au Canada étaient au Québec. Fait que c'est peut-être pour ça aussi que la préparation est si plus qu'adéquate. Là, on est rendu au point où celui qui sortait du Québec devenait le favori. Mais ça reste à jouer ce match-là parce que je peux juste mentionner, on ne peut pas vendre la peau de l'ours. Il faut aller jouer le match. Donc, si je me fie à vous, victoire assez évidente des Carabins. Fait que ça va être intéressant là, quand même de penser que Alouette et Carabins pourraient être champions en même temps du Canada. Donc, vraiment, en tout cas, comme je dis, il faut jouer le match, mais ça va être intéressant de voir. Ce qui était peurant pour les Carabins, c'est qu'il reste encore 2 ans à Jonathan Sénécal. Et à plusieurs autres joueurs. C'est une équipe qui je pense pas que c'est une équipe qui perd beaucoup de joueurs l'année prochaine non plus. Fait que, ça... Non, exact. En fait, ils vont probablement. Ils perdent Saint-Cyr et Lagacé dans la tertiaire. Perds-tu Carl Chabot? Ils perdent Carl Chabot, à mon avis.
Faudrait vérifier. Je suis le VAC, d'après moi, peut-être, sur la ligne offensive. Mais ça, c'est mon interprétation rapide. Mais sinon, pour le reste, les secondaires vont rester les mêmes. Les gars de la tertiaire, là, Louis-Philippe Gauthier, ça fait 2 semaines de suite qu'il s'en va faire des interceptions. Ce gars-là, je pense que la ligne défensive, je pense que tout le monde revient. Tout le monde revient. Maisonneuve, il reste-tu? Qui? Harold. Harold, je pense que c'est la troisième année. Okay. La troisième année, comme Farinaccio. Okay. Avec El Chal qui est là, puis n'oubliez pas, il y a Charles-Éliott Boulian qui est le quatrième. La bataille entre Boulian et El Chal n'est pas réglée pour le reste de leur carrière. Là, fait que Boulian, Sam Baker, c'est un joueur dominant aussi, le gars qui était de l'année en défense. De 2 ans. On n'en parle pas beaucoup, mais c'est un solide nickel. C'est un solide nickel linebacker, là, ça. Absolument, absolument. Fait que, tu sais, non, regarde. On aura l'occasion d'en reparler. C'est sûr que la perte de Saint-Cyr et Lagacé, c'est quand même un. C'est qu'on s'entend que c'est comme un des duos les plus dominants du weak side au football canadien. Fait que je pense qu'avec le recrutement qu'ils vont avoir et qu'ils ont déjà eu, je pense qu'ils vont juste reload puis patcher d'une autre façon. Mais c'est comme ça pourrait être un 3 ans consécutif s'ils font ce qu'ils ont à faire. Là. Absolument. C'est ça qui te permet un peu de cette équipe-là, c'est que c'est comme on est loin encore du produit final de que cette équipe-là peut que. Ce que j'attends, puis aussi des gars cette défensive-là peut accomplir là, dans les 2 prochaines années. Là, c'est ça que... Imagine, ils vont travailler à améliorer leur jeu au sol parce que c'est ce qui fonctionne le moins. Puis de reloader à 1 ou 2 places, justement, où est-ce que tu. Mais tu sais, encore là, le talent qui s'en vient, ils ont recruté un gars comme Samuel Lapierre de Saint-Hyacinthe. Attendez de le voir jouer, un athlète très intéressant, 6'2, 6'3, qui va jouer comme halfback probablement, éventuellement, là, ou peut-être safety, je ne sais pas. On verra bien, là, rendu là. Il y a du monde meilleur que moi pour décider où est-ce qu'ils vont le mettre, mais oui, il va être recru l'an prochain et tout, mais c'est juste de voir que ces gars-là s'en viennent. Il y a du talent qui s'en vient aussi, là, fait que je ne suis pas inquiet. Sur ce, les boys, il me reste qu'à vous souhaiter bonne coupe Vanier, puis on va arriver là moins stressé que d'autres années en se disant « Oh shit, comment ça va commencer là, cette fois-ci? » Peut-être qu'on arrive là. Nous autres, en tant qu'observateurs, on a le droit d'être un peu plus laid back. Mais avoir, regarde, on est mieux dans la position de favori, j'imagine, quand t'es Carabin. Et regardez ça comme ça. Mais soyez prêts et ayez faim, messieurs. Puis je suis pas inquiet que ça va être le cas. Prognostic une boucherie. 40-0 Carabin. 40-0 boucherie. Vous vous laissez aller, je ne peux pas faire mieux. Un gros merci encore, les gars. Salut. On souhaite un bon match, puis on se reparle la semaine prochaine. Salut. Foot collégial, et pas seulement foot collégial, bol d'or collégial avec Marc Gagnon et William Julien. Oui, on va parler des Alouettes. C'est sûr, on est tous des fans des Alouettes, mais le point à la base, c'est pour amener les gens à suivre ce qu'on a vu avec nous en fin de semaine au niveau collégial. Alors, William, je vais quand même te laisser dire bravo aux Alouettes. On sait que c'est tes Alouettes encore plus qu'aux autres. Fait que, à toi la parole pour saluer ça. Je suis juste content d'avoir eu raison parce que j'ai cru en Cody Fajardo toute l'année. J'ai dit je vais le prendre comme MVP parce qu'on a fait un petit pool à la gang. Il n'y a personne qui a voulu le prendre. Je l'ai pris et il était joueur du match. Fait que je suis sorti du party de la Coupe Grey content et plus riche. Excellent. Puis on va se le dire, là. La passe qu'il a lancée à Tyson Philpott pour finir la game, c'est une passe des ligues majeures. C'est extraordinaire. Tu sais, c'était pas. Il n'y avait pas de ça. Là, ça montait pas puis ça redescendait. C'était direct. Dans une couverture ultra serrée en plus. C'était fantastique. Les jeunes appellent ça un dot. C'était un dot. Mais bon, je voulais juste le dire, regarde, je pense qu'on est tous contents. Puis, absolument. C'est parce qu'une victoire des Alouettes à la Coupe Grey, là, ça peut avoir de l'impact sur les niveaux de football plus bas aussi. Là. Donc, c'est ça qui est intéressant. C'est pas juste, on est content que oui, ils aient gagné, mais je pense que ça peut avoir de l'impact. Qu'il y en a combien? Tu sais, Marc-Antoine Dequoy, c'en est un, là, que son rêve, c'était pas de jouer dans la Ligue canadienne, c'était de jouer pour les Alouettes. Fait que, tu sais, d'avoir une victoire comme ça, je pense que ça peut être bon. Tu sais, moi qui coach au niveau civil, Marc qui coach dans le scolaire, on couvre le foot collégial, le foot universitaire. Donc, tu sais, c'est ça qu'on veut voir.
d'avoir de plus en plus de Québécois. Puis, tu sais, sur les 20 Canadiens qui étaient habillés, il y avait 10 Québécois. Donc, ça, c'est intéressant. Donc, c'est une victoire qui est bon pour tout le monde, le football en général. Puis je pense qu'il faut le souligner à ce niveau-là. 100% d'accord, puis je vais faire un peu de pouce là-dessus en réutilisant ou en ramenant le message que le RSEQ a lancé dans ses différents points de presse, que ce soit celui avant la Coupe Dunsmore il y a 2 semaines, puis celui avant les Bols d'or, qui ont annoncé qu'il y avait une augmentation cette année de 10% des inscriptions au niveau du football au RSEQ. Fait que oui, c'est bon signe. Déjà, il y a probablement un regain. Puis si avec victoire des Alouettes comme ça, puis si on peut avoir une victoire des Carabins en plus à Vanier, ben oui, absolument. On va avoir la cerise sur le Sunday. On va revenir quand même à notre bol d'or parce que ça, à notre bol d'or en fait, parce qu'on a eu le droit à des grands matchs et le premier, à tout seigneur, tout honneur, en Division 1, vendredi soir sur les ondes de TVA, TVA Sport en fait, victoire des Titans de Limoilou sur les Phoenix d'André Grasset. On a eu le droit à tout un match. La première demi, notamment, nous a tellement montré les deux aspects de ces deux équipes-là et qui se confrontaient et qui se donnaient coup pour coup. C'était extraordinaire. Première demi qui finit 17-16. Ultimement, ça finit 41-30 pour Limoilou. On va en parler là, justement de ce qui a peut-être fait la différence. Ben, pas peut-être, qui a fait la différence. Mais franchement, il faut d'abord et avant tout saluer l'effort des gars qui sont venus pour jouer, qui n'ont joué toute une, les coachs qui avaient préparé leurs gars. Franchement, on a eu le droit du très, très, très beau football. Oui. Il y a un combat de 2 poids lourds, en fait. On s'était bien préparé des deux côtés. On a eu un super match. On va sûrement revenir sur les moments marquants ou les moments clés du match. Puis, chapeau à TVA Sport aussi, on a eu une super belle couverture. Charles-Antoine Sinotte, Denis Casavant avaient fait le devoir, étaient super bien préparés. On a eu des belles entrées. Donc, on a eu un show à la hauteur d'un match universitaire. Puis sur le terrain aussi, là, malgré la pluie qui a monté en intensité, honnêtement, on ne l'a pas vraiment senti dans le match. Non, super bel effort des deux côtés. On y va dessus avec nos moments marquants déjà du match. Ben, c'est là que j'allais te relancer. Juste tant qu'à y aller, allons-y tout de suite. J'avais parlé que ça avait fini 17-16 après une demi. Des Gabriel Taché qu'on était très contents en passant de revoir parce que c'était très douteux. Après l'autre demi-finale, il avait dû quitter tôt dans le match, blessé visiblement un bras, une main, un poignet, peu importe, mais dans ces environs-là du corps. Puis il a pu revenir, puis il a pu jouer un bon match au point justement de marquer le premier touché d'André Grasset notamment. Qu'est-ce qui, selon vous, puis Marc, je vais te lancer là-dessus, justement, tu étais parti. Qu'est-ce qui a fait la différence? Qu'est-ce qui a justement créé l'écart là, en faveur de Limoilou? Tu as parlé tantôt de la première demi où, premier quart très défensif, on s'étudie un peu comme un poids lourd. Après ça, on est revenu à notre ADN de base des deux côtés. Limoilou avait un jeu au sol soutenu. L'attaque aérienne de Grasset s'est mise à marcher, à fonctionner. Au troisième quart, là, j'ai trouvé qu'on a embarqué dans un combat de coq, en fait, où là, on est allé avec des calls, des fois, qui ont été, comme d'y aller sur un 4e et 1 du côté de Limoilou. Grasset les arrête. Par la suite, c'est Grasset qui prend le contrôle. Sur un 4e et 1, on est allé, il restait à peu près 6 minutes, à peu près au troisième quart. On a décidé d'y aller, puis on s'est fait arrêter. Et puis, pour moi, c'est le moment déterminant du match. Oui, il y a eu un jeu sur le kick-off plus tard, mais pour moi, le match s'est joué là. Le fait qu'on les ait arrêtés dans leur zone en plus, on était dans une bonne position. Limoilou a ouvert la machine. On a bien passé et couru la balle. On est allé scorer. Là, à ce moment-là, on était plus 8. Dans le fond, on venait par 8 du côté de Limoilou et le jeu par la suite. Un kick-off recouvert par M. Deguire. D'ailleurs, qui est free shot, là, pour avoir regardé le match ensuite dans un autre angle. Il n'y a jamais personne qui l'y a touché. Non. On a manqué notre assignation. Deguire recouvre la balle et puis là, après ça, les valves vont ouvertes puis on a perdu le contrôle du match du côté de Grasset.
Il y a beaucoup de choses là-dedans. Bon, d'y aller sur un 4e et 1 quand tu es dans ta zone, est-ce qu'on avait besoin de faire ça? Tu sais, honnêtement. En fait, c'est le choix de jeu aussi que tu peux expliquer plus peut-être que la stratégie d'y avoir été dans ce moment-là. Ouais, on est allé sur un QB sneak. Là. Ben, en fait, pas un QB sneak, mais avec le porteur de ballon, là, qui a manqué visiblement de momentum pour aller chercher la progression. Là. Fait que, ça, c'est pas un jeu que j'avais vu souvent du côté de Grasset cette année. Peut-être que je me trompe aussi. Là. Fait que... Non, effectivement, c'est pour ça que je questionne un peu le choix de jeu, parce que c'est tu sais, quand tu disais que les deux équipes étaient revenues à leur ADN de base, c'était un peu ça. Donc, puis tu l'as dit, combat de coq, je pense que, tu sais, Grasset a peut-être essayé d'être un peu trop sexy dans ce match-là à certains moments, puis c'est ça qui lui a coûté le match. Puis tu parles avec justesse de ce moment-là, là, au 3e quart, ça a été 17 points consécutifs de Limoilou après ça, là. Fait que ça a été le moment déterminant, c'est là que ça s'est joué. Pour moi, c'est clair que la semaine passée, j'avais parlé que je favorisais Limoilou pour un aspect, entre autres, c'était les unités spéciales. Ben, ils m'ont donné raison. On a un touché. Bézo a un retour de touché pour le touché de 89 verges. Merci, bonsoir. Puis c'est le touché. C'est ce qui a mis fin aux hostilités un peu. Oui, Grasset a marqué en fin de match, là, mais c'est le match s'est joué à ce moment-là aussi. Donc, je pense que peut-être beaucoup plus d'erreurs de Grasset, comme je l'ai dit, on a essayé d'être trop sexy à certains moments. Je pense qu'on aurait pu rester avec notre ADN, puis on aurait peut-être eu des meilleurs résultats, des décisions renversées. Mais on a eu tout un match de football, les deux équipes se sont pointées pour jouer. Puis ils n'avaient pas fini 1 et 2 pour rien au classement général. On a vu le spectacle qu'on a eu vendredi soir. Je pose la question au coach en vous. Là. Tu dis qu'on a essayé d'être un peu sexy. Il reste qu'à la base, je pense qu'il y a un élément d'exécution aussi. On se rappelle au 2e quart, quelques ballons échappés. C'est pas la faute à Pépé, ces jeux-là. Il y a des choses qui auraient dû être exécutées qui ne l'ont pas été. Coach Yadeluka l'a mentionné d'ailleurs à TVA Sport en entrevue. Il dit là, il faut qu'on commence à attraper des ballons, qu'on finisse des drives. C'est ses mots. Donc, tu sais, lui-même, là, tu sentais qu'il y avait quelque chose. Hey, les gars, là, on vous a dessiné un plan de match. Il fonctionne, là, il est là, les trous sont là, les passes sont là. Il faut exécuter. Donc, il y avait un élément là. Puis, c'est sûr que ça te tue si, au niveau des unités spéciales, tu te retrouves avec une équipe qui s'en vient récupérer au lieu que ce soit toi qui ramasse le ballon parce que tu te fais envoyer un botté d'envoi qui est une évidence que c'est toi qui repars avec le ballon. Et non, tu viens de donner un toucher. Non seulement tu viens de donner un toucher, l'autre équipe reprend le ballon. Oui, ils ont marqué juste 3 points. C'était pas un toucher, mais ça reste que tu es déjà 1 en arrière. Tu donnes le premier toucher. Tu es 8 en arrière. Là, après ça, tu tombes 11 en arrière. Puis, tu l'as dit après ça, tu as même redonné un autre toucher tout de suite après. Fait que là, tu étais rendu de 17-16, tu étais rendu à 34-16. Tu as échappé le match, tu l'as rendu là. Les probabilités de revenir. Oui, comme tu dis, il y a eu le toucher de Bezo. Ça, c'est clair, tu sais, que moi, encore là, je me demande, j'aimerais poser la question, je ne l'ai pas faite, j'aurais peut-être dû, mais je ne l'ai pas fait. Est-ce que c'est une stratégie ou c'est une mauvaise exécution? Mon feeling, c'est que le botté est allé trop loin. À ce moment-là, on ne voulait pas l'envoyer jusque-là. Fait que je pense encore qu'il y a un élément d'exécution là. Tu sais, ça fait-tu partie des éléments que tu considères comme essayer d'être trop sexy? Pourquoi tu ne fais pas juste botter le ballon puis le botter jusqu'au bout puis jouer au football normal? Je ne le sais pas. Mais tu sais, il y a probablement une raison. Là, à un moment donné, tu veux reprendre du momentum, aller rechercher le ballon de ton bord. Fair enough, ça, j'achète cette volonté-là, tu sais, parce que tu as un retard à combler. Mais quand même, j'ai l'impression, moi, que c'est justement au niveau de l'exécution, Limoilou a trouvé le moyen d'exécuter sans faire d'erreur grave à aucun moment du match. Grasset en a fait. Fait que le 4e et 1, oui, c'est plus la position sur le terrain. Ouais. Questionner le choix, la façon dont ça a été fait, puis ça, je vous le laisse. Mais ça, OK. Mais il reste que Limoilou venait d'en rater un, 4-1 aussi, là. Fait que rendu là, admettons qu'on va les donner égales. Là, je comprends qu'il y a la position sur le terrain, puis ça, je dis ça à cause de ça. Mais pour le reste, les deux bottés, le botté que tu récupères, pas de 1, le botté d'envoi où est-ce que tu laisses l'autre équipe venir le ramasser tout simplement, qui était exactement
À part que dans l'autre cas, c'était un botté de dégagement, mais il est arrivé exactement la même chose dans le match en saison régulière entre les deux équipes. À ce moment-là, c'était un botté de dégagement. On s'était endormi un peu en laissant le ballon tomber et tout. Puis c'était le botteur lui-même qui était venu le récupérer. Ouais. Ça avait permis à Limoilou, justement, encore une fois, là, de se créer un momentum. Fait que, tu sais, ces éléments-là, j'ai l'impression que c'est ça qui a fait la différence. C'est pour ça que je pose la question, l'idée par rapport au sexiness des choix de jeu versus l'exécution qui était là. Parce que tu attrapes 2-3 passes de plus. Je vais dire 2, là, je ne m'en vais pas jusqu'à 3-4, là, je vais dire 2 passes de plus là, à des moments X là, que tu dis OK, puis c'est pas obligé d'être les plus gros jeux, mais juste compléter ça, aller chercher un premier essai ici, en rajouter une passe là, plus longue que justement était là. Non, tu ne laisses pas Limoilou décoller. Là. Fait que, en tout cas, c'est mon impression à moi, c'est comme ça que je l'ai plus vu. Oui, tu as raison. Dans le fond, les passes échappées, t'en donnes 2, mais on peut en compter pas mal plus que ça. Puis c'est un problème qui était récurrent aussi durant toute la saison. Une autre chose, quand on parle du sexiness ou pas, là, il y a aussi le point, on a été 1 point en arrière pendant presque tout le match. Tu sais, William, t'es coach. Quand tu te revives et tu regardes le cadran, là, tu le sais, toute ton équipe, tout le monde le sait que tu es 1 point en arrière. Tu sais, on a beau dire c'est juste 1 point, mais tu es 1 point en arrière pareil, puis ça change ton mindset un peu. Alors que quand tu mènes par 1, des fois, tes cases sont bien différents. Quand on est allé sur un 4e et 1 dans le cas de Limoilou, on était dans le plus territory, on était proche on aurait pu probablement faire un field goal. Probablement qu'on manquait un peu de jambes pour le faire parce qu'on était encore au 30 ou au 35. Bon, c'est un turnover and downs, puis tu es déjà dans le territoire adverse, c'est tel que tel. Là, après ça, tu reviens, tu vas 4-1, tu es dans ta zone, puis il était vraiment bien placé. Tu sais, je trouve que c'est des calls, des fois, qui sont un peu limites, puis que malheureusement, ils nous mettent dans le trouble, surtout si tu n'as pas une confiance absolue, puis que tu as le firepower pour remonter. Là, surtout une équipe comme Limoilou, il faut que tu la respectes, là, forcément. Là. On les connaît, là, ils ont l'instinct du tueur, ils sont capables de venir t'achever. Fait que faut rien leur donner, en fait. Ben, ce fameux instinct du tueur, on en a parlé toute l'année, tu l'as mentionné souvent, de Limoilou. Et c'est peut-être pour ça, justement, que Grasset a tenté des choses à certains moments, sachant que laisse-les pas continuer. T'sais. Mais le problème, c'est que c'est un couteau à double tranchant. Si ça ne marche pas, tu viens nourrir la bête. Mm-hmm. C'est un peu ça. William, je ne sais pas là-dessus, justement, comment tu vois ça, cet effet de momentum-là qui est tellement important contre Limoilou, parce que tu le sais qu'eux ne s'endormiront pas. Eux ne seront pas léthargiques dans le match. Du moins, ce n'est pas arrivé très souvent dans l'année. Non, c'est clair, mais tu sais, quand je dis le sexy, je dis pas que c'est des mauvais calls non plus, puis tout, mais tu sais, des fois, tu sais, genre, on en prend nous aussi des décisions, puis on se dit, hey, on va essayer un jeu truqué ou des choses comme ça, puis. Mais je pense que c'est parce que t'es 1 point en arrière, tu sais, je pense que t'aurais peut-être pu jouer le positionnement sur le terrain là-dessus. Surtout, c'était pas un moment où forcer la note. On parle du 4e et 1 ici, là. Moi, pour le botter, j'ai aucun trouble avec ça, là. C'est des jeux qui arrivent, puis c'est des choses. Ben, je pense, comme tu l'as dit, je pense que c'est dans l'exécution, mais c'est peut-être pour ça aussi qu'on l'a essayé, parce qu'on avait échappé trop de ballons au début de match. On s'est dit, est-ce que là, on va être en mesure de ravir des possessions à Limoilou, parce que tu peux pas les battre à coup de botter de dégagement, tu peux pas les battre à coup de 3 points. Donc, je pense, c'est sûr qu'il y a eu plein de calculs là-dedans, puis tout. Là, moi, c'est facile de dire ça de l'extérieur, mais ça reste que ça a coûté le match en termes de momentum, parce qu'il y a eu 17 points par la suite. Donc, tu sais, à la limite, si tu dégages, peut-être que tu as seulement 3 points, puis tu restes à une possession d'écart, au lieu de finalement revenir, puis tu as eu du chemin à faire, puis de te rattraper. Donc, c'est plus, il ne faut pas que tu donnes de momentum à cette équipe-là, parce qu'elle va en profiter, parce qu'elle l'a prouvé toute l'année que quand elle gagne la bataille des revirements, mais elle gagne le match, puis elle va te faire payer la majorité du temps, même si elle ne marque pas 100%, elle va te marquer 75-80% du temps à chaque fois qu'elle va te voler une possession, puis c'est ça qui fait la différence au bout de la ligne. T'sais. Puis on peut le voir, on peut peut-être le voir aussi comme un manque de patience de la part de Grasset, parce que tu l'as dit,
encore à ce moment-là, tu es juste un point derrière. Oui, le fameux Et point la défensive derrière, jouait bien. La Mais- défensive mais- jouait majoritairement bien. Tu sais, Mais la à ce défensive moment-là. vient de faire le stop. Vient de faire le stop sur le 4e essai. Donc, tu sais, il n'y a peut-être pas de raison de penser que ta défensive ne fera pas le travail. Pourquoi mais encore là, tu sais, je trouve... Tu sais, oui, on est Monday Morning Quarterback, là, on l'assume complètement, Ouais. là, mais ça reste que, tu sais, on peut se poser la question. Mais, regarde, bottom line, c'était ça, Limoilou, cette année. C'est une équipe à qui il faut que tu ailles reprendre. J'aime bien reprendre ton expression, William, que tu utilises, aller voler des possessions à une équipe. Puis Limoilou, c'est une équipe à qui il fallait voler des possessions parce que Jérémy Ouellet puis Joey Marcotte ensemble, ils vont te pounder ça. Puis, Ils ont joué 125 verges au sol. Là. Ben, Jérémy Ouellet, c'est lui qui a fait 111 verges. C'est lui qui est allé chercher des verges au sol dans ce match-là. Puis, est-ce qu'un gars comme Jérémy Ouellet va pouvoir faire des choses comme ça quand il va jouer universitaire? J'en ai aucune espèce d'idée. Par contre, dans sa carrière collégiale, il a fait ça. Il a amené son équipe à des moments clés. Puis à cause de ça, ben là, il fallait décider, tu sais, choisis ton poison. Est-ce que tu t'en vas sur Joey Marcotte, tu t'en vas sur Jérémy Ouellet? Il a su tellement bien exploiter ça dans ce match-là, parce qu'encore là, c'est même pas Marcotte, justement, comme je dis, qui a ramassé le plus de verges, loin de là, mais quel match solide il a joué, il a fait son travail, brisé le premier plaqué la majorité du temps. Il y a eu un gros travail sur les deux lignes en passant. Les deux lignes offensives ont travaillé très fort. Fait que non, c'était un beau match, c'était un beau match à voir. Chacun a utilisé ses forces à la fin dans l'exécution. C'est les forces de Limoilou qui ont eu le dessus. Puis il faut le dire, un certain Vincent Gagné, une autre interception, c'est lui qui a l'interception. Xavier Dagenet, un très, très bon match aussi. Fait que ces gars-là dans la tertiaire ont été extrêmement efficaces. Ils avaient besoin de l'aide parce qu'ils jouaient contre une équipe qui allait leur passer. Pépé Gonzalez, là, on peut y donner, on peut questionner des choses à certains moments. Ça reste encore un jeune corps arrière et je peux te garantir qu'il a impressionné énormément de monde. Non seulement Charles-Antoine Sinotte pendant la description du match, là, mais le lendemain, j'étais à Trois-Rivières avec Marc, on était ensemble. On a parlé à des coachs qui étaient là, sans les nommer. En fait, je n'ai même pas besoin que je les nomme ou pas, je ne change rien. Je pense qu'ils pensent à peu près tous la même chose. Pépé Gonzalez, là, franchement, il a marqué beaucoup de points là, avec sa façon de jouer pendant l'année, mais dans ce match-là aussi. C'en a un autre qui avait progressé à un moment donné. On dirait au début de la saison, lui, il lançait des ballons, mais il en lançait beaucoup moins. On était une équipe qui passait beaucoup moins le ballon qu'on le fait jusqu'en éliminatoire parce que Gonzalez a prouvé qu'à un moment donné, quand le jeu au sol commençait à être un peu plus défectueux du côté de Grasset, qu'il était capable d'aller chercher le ballon, d'aller chercher le match par son bras. Donc, on a tenté 38 passes là, pendant ce match-là. Donc, il en sort avec 4 passes de toucher à l'interception. Donc, il a fait le travail, là, puis il a été très bon. Là, puis on l'a dit, il aurait pu finir avec 400 verges parce qu'on a échappé au moins 3 ballons. Qui aurait pu faire continuer des séquences ou quelque chose. Je ne dis pas que Grasset a gagné le match, mais ça aurait peut-être été. On aurait peut-être eu une possession de moins, au moins facilement d'écart, mais écoute, ça fait partie du football. Hein? Puis chapeau à Charles Williams. Oui, 127 verges. On allait là. Très belle saison, puis très, très, très beau match là, à ce moment-là. C'était l'homme de confiance dans le match. À l'air qu'on avait vu dans le match de demi-finale, qui a encore eu quand même un bon match, qui a été une belle cible. Donc, on avait peut-être taché, on n'était pas sûr, mais à l'air, on l'a utilisé aussi au match du Bol d'Or. C'est un qu'on n'avait pas vu tant de l'année, qui a été une belle découverte en éliminatoire, honnêtement, pour moi. Clairement, puis les meilleurs étaient les meilleurs. Je pense que c'est essentiellement c'est ce qu'il faut retenir. Ouais. Puis l'autre côté, quand on parle de... C'est vrai que Joey Marcotte, quand on regarde les chiffres, bon, ben c'est des chiffres qui sont dans ses standards à lui un peu plus normal, en fait, ou très plus bas que ses standards à lui. Ouais, plus bas, ouais. Mais souvent, les jeux clés de Ouellet, c'est sur des outside zone read à l'intérieur, où on vient feinter la course à l'extérieur avec Marcotte, puis on vient courir à l'intérieur. Fait que l'influence que Marcotte a eue sur les courses de Ouellet, c'est indéniable. Là. Puis la lecture de Ouellet. Mais en fait, c'est qu'en faisant ça, on a éliminé en partie Niago à plusieurs moments.
Ou est-ce que c'était plus lui qui était là pour nécessairement faire le jeu? Fait que tu le vois, regarde, c'est Benjamin McDougall au centre de la ligne défensive, c'est Benjamin Blaze, middle linebacker, c'est eux autres qui ont ramassé le maximum de plaqués. C'est pas pour rien, c'est parce qu'on a trouvé des moments, on trouvait des façons d'aller à l'intérieur. Puis effectivement, au début du match, c'est Marcotte qui a constamment le ballon. Puis cet appât-là qui est devenu permettait cette feinte-là vers l'extérieur, mais encore là, Ouellet rentrant dedans. Ouais. Puis McDougall, quel match qu'il a eu lui aussi. Là. Ouais. On l'a vu partout, tout le temps. C'était de toute beauté. Là. On a eu, défensivement, ça a été solide des deux côtés, là, particulièrement en première demi. Oui, donc c'est pour ça que je revenais, tantôt, je disais que à un point d'écart, ta défense jouait bien. On dirait qu'on a commencé peut-être à casser. En fait, toute l'équipe a commencé un peu à casser. Après là, on a eu du bon caractère au quatrième quart. On est revenu tenter. Oui, on a touché en fin de match. Mais je pense que ça s'est joué là. Mais c'était un très bon match de football, deux bonnes organisations. Puis Limoilou, bravo. Je pense, Phil, c'est les premiers depuis Vanier à faire en 2006-2007, c'est la première fois depuis Vanier en 2006-2007, effectivement, qu'il y a une répétition. Puis c'était leur troisième présence de suite au Bol d'Or. Fait que ça te montre aussi les cycles. Là, on a continué ce cycle-là, on a continué sur un cycle d'excellence aussi. Ça veut dire qu'on est là. Puis quand tu regardes les gars qui sont encore là et qui vont être encore là l'an prochain, notamment en défensive là, pour Limoilou, on n'a pas fini d'avoir, en tout cas, minimalement une très bonne défensive de ce côté-là. Non, effectivement. Donc, ça va être défensivement, on va être encore très bon parce qu'on avait des jeunes, justement. Donc, ça va être genre de voir ce qu'on va donner offensivement, mais je pense qu'on va être capable de trouver des très bons joueurs. Puis, elle a encore une bonne équipe. Pas inquiet pour eux. On va laisser la gang de parents faire leur job là-dessus. Je ne suis pas inquiet. Vas-y, Marc. 2 petits points en rafale. Des prises de vue en drone, on en veut plus. Oui. Ça l'a amené à une autre dimension qu'on voit rarement, là, en tout cas, du football de chez nous. Et puis, j'ai vraiment aimé à la deuxième demi, en fait, quand on est reparti le troisième quart, le respect entre Yadeluka et Dave Parent. Ils sont allés serrer la main. Tu vois que les gars il y a un respect à l'extérieur du terrain, puis même pendant le match. Avec ça, chapeau, c'est l'esprit sportif à son. Oui, puis pour ceux qui ne savent pas, c'est deux gars qui ont parti à peu près en même temps, ou peut-être même en même temps, chacun de leur bord, leur programme en D3, puis qui. Ils se sont suivis de D3, D2, D1 toute leur carrière. Fait que c'est des gars qui ont monté leur programme chacun de leur bord en choisissant leurs équipes, en choisissant leurs gars sans vouloir avoir des équipes à 90 joueurs, puis ils ont leur approche à eux qui se ressemblent. Ils ont monté des équipes qui se ressemblent. On en avait parlé la semaine passée. Je pense que le respect, là, il date de longtemps du fait que ces deux gars qui s'affrontent depuis longtemps dans des contextes où ils se sont vus grandir ensemble un peu côte à côte. Deux sommités dans le monde du football collégial ici au Québec. Donc, chapeau à ces deux entraîneurs. Puis, on leur souhaite encore des bonnes saisons. Je pense que je ne suis pas inquiet pour eux. Deux excellents programmes de football au Québec. Absolument, absolument. Fait que on va passer à des deux. Le lendemain, le samedi après-midi, on avait Saint-Hyacinthe contre Lévis. Encore là, beaucoup de points. 42-32, ça finit en faveur de Saint-Hyacinthe. Sauf que ce match-là, en deuxième demi, on a vu deux équipes qui se frappaient coup pour coup. Là. C'est comme s'il n'y avait plus de défense qui tenait. Non. Mais en première demi, c'était phénoménal la façon dont Saint-Hyacinthe a pris le contrôle de ce match-là. Menait 22-4 à un moment. En fait, c'était 25-11 là, à la fin de la demi. Mais Xavier Roy, on n'a jamais solutionné Xavier Roy de tout ce match-là pour Lévis. On n'a pas vu venir à quel point ils allaient courir et comment ils allaient courir parce que visiblement, écoute, la recette était là. On la voyait s'installer jeu après jeu, puis Roy fonctionnait, arrivait à le faire. Donc, Will, je ne sais pas comment tu as vu ça de ton côté. Je vais te lancer pour celle-là que tu commences tes commentaires. Mais regarde, moi, c'est le déroulement du match, c'est essentiellement ça. C'est la première demi, comme on a réussi à voir,
à créer ça tout de suite, l'écart entre les deux équipes en envoyant Roy et en utilisant Roy. Puis, écoute, c'est des courses de 51 verges, 60 verges pour des touchés. Là, donc, puis on l'a utilisé aussi sur des petits jeux, là, des passes pièges, des passes. Donc, on l'a utilisé. Là, c'est beaucoup de verges combinées. 361 verges au sol pour Saint-Hyacinthe dans ce match-là. De verges. Là, je parle ici de gain net. Là. Oui. Ça, c'est exceptionnel. Là, donc, c'est tout un match pour Xavier Roy. On ne savait pas si, à un moment donné, avant la fin de la saison, s'il était en forme ou quelque chose, mais visiblement, il l'était. En tout cas, s'il n'était pas en forme puis il a joué un match comme ça, j'aimerais ça ne pas être en forme comme ça puis produire. Alors, écoute, ça a été exceptionnel. Lévis, aucune solution, mais aucune solution contre Xavier Roy. Je pense qu'on est rentré dans le vestiaire à demi. On voyait Xavier Roy dans le vestiaire. Je pense on voyait encore des ondes de Xavier Roy. Il était tellement partout. On a tellement été capable de rien faire de ce côté de la défensive de Lévis. Mais chapeau à Saint-Hyacinthe qui a trouvé les stratégies pour aller battre cette défensive-là. C'est ce front défensif qui était quand même assez bon, là, puis il l'avait prouvé toute l'année. On a été capable de courir là-dedans. Comme je l'ai dit, on l'a utilisé Roy sur des passes pièges, donc des petits gains, puis c'est Roy qui est transformé souvent ces petits gains-là en des longs gains en étant très bon après l'attraper ou après le premier contact, même sur la course. Donc, toute une performance de la part de Saint-Hyacinthe. Il faut donner crédit à la ligne à l'attaque de Saint-Hyacinthe qui a joué tout un match, qui s'est présenté, qui, c'était une grosse ligne défensive qu'on affrontait. Là. Je le répète depuis le début de l'année, là, mais les Lévis, ça a toujours été dans leur identité. Donc, dans les tranchées, c'était des équipes physiques, des équipes fortes. Saint-Hyacinthe n'a pas eu peur de les battre physiquement et stratégiquement. Alors, on les a battus aux deux niveaux, selon moi, du côté de la ligne à l'attaque. Puis j'ai aimé, c'est qu'on a amené des ailiers rapprochés, des centres arrière pour rajouter à la protection, pour être encore plus robuste. Donc, on a trouvé des bonnes stratégies. Donc, je pense qu'il faut donner crédit à coach Deschamps et M. Mallette, le coordonnateur offensif, Pat Mallette. Donc, qui avaient bien solutionné la défensive de Lévis. On avait fait nos devoirs, visiblement, puis ça a marché. On n'a pas marqué 42 points par hasard. Là. Ouais. Absolument. Ben, on était là sur place, Phil et moi. C'est une après-midi parfaite là, pour jouer au foot. Oui, c'était toute une température. Était merveilleuse. Fait qu'on savait qu'on allait voir aussi, on verrait les deux playbooks ouverts au niveau offensif. Il y avait une belle fébrilité du côté de Saint-Hyacinthe. Avant le match, on les sentait vraiment hype. Et puis l'équipe a suivi aussi à travers de ça. Fait que je pense que tu l'as très bien résumé, Will. Oui, Xavier Roy, mais je pense que est-ce que je vais utiliser le mot out-coach? Mais notre plan chez Saint-Hyacinthe était vraiment solide, puis on n'a jamais réussi à s'ajuster. Je me serais attendu en deuxième demi à ce qu'on vienne amener des ajustements parce que déjà en partant, les coachs de Saint-Hyacinthe, le coach offensif a posé des mines. Fait qu'on est allé, on commençait, on sortait des gars, on sortait Xavier Roy dans le swing. Il n'y a personne qui le suivait. OK, parfait, je garde ça. Après ça, on a rempli la boxe. Whoops. Défensivement, à Lévis, on ramenait du monde à l'intérieur. Ça ne nous a pas aidé. On a arrêté de le faire de tout le match. Après ça, le GT counter. Sur la ligne à l'attaque, gardez le bloqueur qui décroche. Si vous ne connaissez pas le GT counter, allez voir des vidéos sur YouTube. Le bon vieux GT counter. On l'a abusé, là. Mais on l'a abusé. Puis, défensivement, Lévis, on a voulu jouer du men. Donc, ce que ça faisait, c'est que nos pauvres halfbacks, eux autres, dès que le jeu sortait à l'extérieur dans leur zone, ben eux autres, vu qu'ils étaient men, la plupart du temps, étaient côté opposé en plus de la course. Fait que là, on avait un trou béant, puis là, on a abusé. Puis on l'a vu, ça faisait reculer les halfbacks, justement, qui, de toute façon, même s'ils avaient été là, il aurait fallu qu'ils prennent le temps de, battre le bloc du receveur devant eux, ce qui est déjà une première chose, puis après ça, aller frapper, aller réussir à plaquer, que ce soit Roy ou peu importe, ou Cloutier. Et là, tu n'aurais pas été plus avancé si tu t'en venais, tu te compromettais, puis qu'il n'y avait plus personne au deuxième niveau, tu sais. Fait que tu aurais été... non, exact. Fait qu'en ce sens-là, la stratégie offensive, comme tu disais, William, était top. Là, on avait bien vu ça, mais les ajustements n'arrivaient pas, d'une part. Puis, tu sais, oui,
le front défensif, en fait, c'est la boxe défensive de Lévis en groupe qui était très solide. Cette année, je parle pendant l'année, là, mais dans le match, la ligne offensive de Saint-Hyacinthe, physiquement, a complètement anéanti la ligne défensive. La différence était flagrante, là. Et là, fait que quand on regardait ça, ça amenait autre chose. Fait que ça a fait en sorte que les Gauthier, puis Gauthier, Fournier et compagnie, ont eu énormément de travail à faire parce que ça se rendait évidemment jusqu'à eux systématiquement. Puis, c'est ça, tu l'as expliqué, Marc, là, à cause du système, de la façon dont on a amené les choses. Puis, on en a parlé. Pourquoi ils ont amené ce système-là? C'est parce qu'en partant, ils ne s'attendaient pas nécessairement à se faire courir dessus autant et ils voulaient se protéger contre les Pipons et compagnie. Là. Puis, évidemment, il y a Volel, mais Pipon, Thibodeau, les gars qui viennent chercher les passes ici et là, dans ces trous-là en temps normal, on voulait être face à face avec eux. Mais dans le fond, on les a mis devant des gars qui se sont installés et qui ont très bien bloqué. Oui, on parle de la ligne offensive. Oui. Les blocs des joueurs, des receveurs de passe tout le long du match de Saint-Hyacinthe sur les gars de Lévis ont été un facteur majeur aussi. C'est ça que je disais, je parlais d'un travail de groupe au début, c'est la stratégie de blocage en général qui a été bonne. Puis c'est pour ça que je l'ai dit, on les a battus physiquement et stratégiquement. Alors, Lévis, c'est pour ça qu'ils n'ont pas eu de réponse. Je pense que même si on s'était ajusté, je pense que Saint-Hyacinthe était tout le temps. Puis, tu sais, moi, je vais l'utiliser, Marc, le mot out-coacher, de la coordination de l'attaque de Saint-Hyacinthe versus la coordination de la défensive de Lévis, il n'y en a pas de solution. Parce que j'ai toujours trouvé que Saint-Hyacinthe était une shot à l'avance, même 2 shots à l'avance. Tu sais. C'était le jeu d'échecs, puis on pensait déjà comment qu'on allait mettre l'autre échec et mat. Tu sais. Fait que je pense que si Lévis, on s'attendait probablement à ce que Lévis s'ajuste, puis on aurait eu une solution si Lévis s'était ajusté. Mais Lévis ne l'a pas fait, donc on a pu continuer à jouer le plan de match initial qu'on avait. Alors, on avait plus d'une stratégie dans notre sac, tu sais, donc chapeau. Puis, on a tellement très bien couru que ça a tout enlevé la pression sur Antoine Ouimet qui a juste fait son travail quand on lui a demandé de le faire. Puis, il a aidé dans cette victoire-là. Écoute, c'est rare qu'on va dire ça, là, peut-être la première fois aussi, mais Antoine Ouimet qui est un complément dans une attaque. Ça a été quand même ça en fin de semaine. Ouais. Puis c'est ça, tu parlais d'un coup d'avance. Là. Je reviens encore au 3e quart. Quand on a commencé à vouloir couvrir le swing, on est venu courir avec Antoine Ouimet en arrière du counter dans un bash. Fait que, tout était là. Vraiment, le timing était parfait. Fait que non, au côté, c'était un match pratiquement parfait là, du côté de l'attaque de Saint-Hyacinthe. Mais ça a fini avec 1085 verges combinées. Hein. Ça veut dire qu'il y en a un l'autre bord, là, le numéro 11, en fait, là, pour ne pas le nommer, M. Cloutier. Quel match encore aussi. Là. Il est resté dans le match. Le RPO, on l'a vu encore. Fait il abusait de la verticale. Ça fonctionnait. Puis Bourgault étant Bourgault. Il finit avec 185 verges, puis on n'en parle pas comme s'il n'avait rien fait. Il finit avec 185 verges au sol, Bourgault. C'est un running back par course. Non, il ne faut pas... en fait, c'est que... C'est parce qu'on n'était pas rendu à Lévis encore, c'est pour ça. Non, oui, ça peut être ça, mais la réalité est que la bataille de gagner par l'attaque de Saint-Hyacinthe contre la défense de Lévis c'est tellement ça l'histoire du match que l'autre partie de la game, c'est comme si on n'en parle pas, mais la réalité, c'est que à partir de la deuxième... Lévis a gagné à deuxième demi, hein, si on regarde juste les points, là, OK, Lévis a gagné à deuxième demi. Fait, mais c'est juste que, parce qu'il répondait coup pour coup, là. C'est pas vrai que Saint-Hyacinthe a maintenu son excellence défensive tout le long. Non, c'est ça, on a vu les failles de ils ont réussi à s'ajuster. Cloutier, tu parlais de Cloutier, ça finit avec 320 verges, 2 passes de toucher. Puis Bourgault avec ses 185 verges dans le match. Fait que, tu sais, il y a eu de l'attaque qui venait d'un peu partout. On a utilisé un paquet d'outils différents pour Lévis. On a réussi à faire des bonnes choses. Ça revient juste vraiment à l'histoire qu'en première demi, on s'est fait prendre de court rapidement. Puis comme on n'a pas réagi, quand notre attaque s'est mise à devenir très efficace, leur attaque à eux continue de fonctionner. Fait qu'on n'a juste jamais rattrapé le retard.
Non, c'est ça, on a vu les faiblesses de la défense de Saint-Hyacinthe en deuxième demi. Là. On a vu, tu sais, puis ça ressemblait étrangement à la deuxième demi à John Abbott en quart de finale. Tu sais, où que, là, l'autre attaque commençait à aller, puis c'est notre attaque qui nous a sauvés à cause de cette réjection contre John Abbott, parce qu'on avait tellement pris une bonne avance que finalement, au score, on était chanceux, parce que d'après moi, il y avait 5 minutes de plus au match, puis peut-être qu'on parle même pas de Saint-Hyacinthe qui a gagné le bol d'or. Honnêtement, là. Alors, il aurait fallu colmater la brèche, là, mais oui. Ouais, c'est ça, mais exact. Ça ressemblait quand même à ça en deuxième demi, tu sais. C'est parce que. Non, mais moi, je parlais plus du match à Abbott parce qu'ils auraient pu gagner le match à Abbott, perdre le match à Abbott puis ne pas être là. Mais ça ressemblait étrangement à ça en deuxième demi. Là. L'attaque, la défensive avait plus de solution, mais notre attaque compensait. Ils ont quand même marqué 17 points, même si tu perds la deuxième demi au score. Alors, tu sais, c'est là que ça s'est joué, puis ça s'est joué en première demi aussi, puis ça s'est joué dans. Comme j'en parle depuis tantôt, un combat stratégique. Mais oui, effectivement, Cloutier, Lacroix, j'ai encore vu des belles choses de ce duo-là. Boucher était très bon aussi, offensivement. Puis Cloutier, on en parle, Marc, depuis les semaines, c'est une progression. Ce gars-là encore, il est ressorti de la deuxième demi, puis malgré qu'on est en arrière au score, ce gars-là, il a l'air inébranlable. Il a l'air inébranlable. Je ne l'ai jamais vu, tu sais. Vous, en plus, vous devez l'avoir constaté encore plus sur place. Là, ce gars-là a un calme olympien pour moi. Il a continué à la shape qu'il a, être capable de faire ce qu'il fait. Il faut que tu aies un cerveau à bonne place. Parce que je peux te garantir qu'il n'est pas, il est pas imposant face à qui que ce soit sur le terrain. Il est intelligent. Ouais, c'est ça, exact. Il est inébranlable aussi. Quand on est allé le rencontrer, très stoïque, très posé. Oui, exactement. Tu voyais évidemment, il y avait la déception, mais c'était pas quelqu'un qui était en train de il n'avait pas perdu le contrôle. Il était, c'est très vrai. Moi, je pense que c'est ça, c'est une clé qu'il faut en parler parce qu'il a continué d'inspirer ses coéquipiers qui ont continué puis ont dit. Tu sais, tu veux jouer pour un Thomas Cloutier. Tu as Thomas Cloutier derrière le centre, tu as une ligne à l'attaque, tu as des receveurs, tu veux jouer pour ce gars-là. Tu sais, parce qu'il continue de t'inspirer confiance, puis c'est pas pour rien qu'on a commencé à être un peu plus bon en deuxième demi. Donc, non, chapeau Cloutier, j'ai encore adoré son match. Puis comme je dis, Lacroix-Boucher, j'ai bien aimé. Baudouin aussi, qui a été excellent dans ce match-là. Malheureusement blessé pendant le match. Ah, exact. Belle avance qu'on a vu des belles choses, qu'on a utilisé un peu comme un couteau suisse. Il y a d'ailleurs lancé une passe de toucher. Ça va être un spécial, cette belle avance-là, avec ses 6 pieds 7 pouces. Oui. Il détonne, puis il bouge très bien. Écoute, oui, exact. Il y a une belle mobilité. C'est un gars qui va être intéressant à suivre plus loin, qu'est-ce qu'il va être capable de faire, parce que comment on va l'utiliser, quel genre de joueur, comment il va être utilisé au niveau supérieur. Donc, non, des belles choses côté de Lévis, surtout offensivement. Je pense que c'est défensivement que ça a été catastrophique. Malheureusement, c'est là que ça s'est joué. Je vais finir là-dessus par rapport à ce match-là. Faut quand même soulever. Et on en avait parlé la semaine passée. C'est un gars qu'on a découvert, Nathan Pronovo, qui encore une fois est excellent. 38 verges de moyenne sur ses dégagements. Et défensivement, c'est lui qui a mené son équipe pour le nombre de plaqués dans le match. Donc, Nathan Pronovo, un gars très intéressant sur qui garder l'œil parce que c'est un gars que si jamais c'est pas en défensive que la suite pour lui se fait, assurément que c'est un batteur intéressant parce que non seulement, oui, les bottées sont longs, mais il sait où est-ce qu'il veut les placer. Il travaille très, très bien. Donc, un gros félicitations aux lauréats. Une organisation très jeune qui a gagné en D3. C'était sa 3e année en D1? En D2, excuse-moi. Déjà un bol d'or. Donc, non, une super belle organisation. On parlait des organisations de Limoilou, de Grasset, qui ont grandi au fil des années. On voit en tout cas une organisation à Saint-Hyacinthe qui est en train de suivre des bons pas. Seb Deschamps aussi, c'en est un aussi là, qui continue, là, qui se fait un bon bout qui est là dans ce programme-là, qui est en train de faire quelque chose de très intéressant, puis de mettre son empreinte là, sur le programme des lauréats à Saint-Hyacinthe. Exact. Détroit, les gars. Nous autres, on ne voyait pas de match là. On ne s'attendait pas à voir de match là. On s'était même mis en danger.
On s'était mis en danger, mais avec. Puis on avait dit qu'on allait s'habiller en mauve si Victo gagnait. On avait même dit qu'on irait l'an prochain enregistrer un podcast à Victo s'il gagnait. Mais ça a passé plus proche que on pensait. En fait, surtout en première demi, Victo a rapidement mis sa main sur ce match-là. Et ce qui est intéressant, c'est que Victo empêchait Jonquière de faire des choses. Fait que Jonquière ne faisait rien. Par contre, en deuxième demi, le Jonquière, on appelle ça un takeover. Là. Ils ont repris leur dû, appelons ça comme ça. Dans le fond, ils ont gagné la deuxième demi 22-3. Ouais, mais c'est ça. Fait que là, tu t'entends ça, 22-3, du monde qui n'a pas regardé le match. Là, on filme pas. C'était vraiment 17-6 Victo à la demi. Mm-hmm. Exactement, c'est ça. Puis tu sais, tu regardes ça, c'était bien fait de la part de Victo. Profitait de situation, des moments clutch en défensive. On a réussi à stopper Jonquière à la porte des buts sur un 4e essai à un moment donné. On réussit à faire des jeux à des gros moments. On se crée un momentum. On s'en va marquer des points. Garde, écoute, faut leur donner crédit. Ils étaient venus pour jouer. Marc, toi, tu étais resté sur place. Oui. Moi, j'étais reparti. Mais c'est ce que tu me disais. Victo est venu pour jouer. Ah oui, clairement. Victo est venu pour jouer. Les partisans sont venus pour les encourager aussi. La vibe était vraiment mauve avant le match. Puis ils ont vraiment, comme Saint-Hyacinthe un peu, j'ai vraiment senti qu'on est parti. On les a secoués en partant. Tu sais, les gaillards, éventuellement, on était capable de matcher un peu coup pour coup. C'est sûr que la première drive, Victo, ça a parti so-so, mais après ça, on s'est trouvé un momentum. Ouais. Deux touchés très rapides. Là, fin du premier quart, début du deuxième quart. Là, ça a comme donné un momentum à Victo à ce moment-là. Oui, momentum, on est allé chercher pas mal. Il y a eu dans le fond, il y a eu 3 fumbles. Si je me rappelle bien, 3 fumbles de porteurs de ballon dans le match, dont un en première demi, Mikamu, d'ailleurs, qui a échappé. En partant, c'est pourquoi j'oublie le nom? C'est Jonquière qui a le ballon. Oui. Ils ont marqué 3 premiers points. Elle se finit avec un fumble. Là. C'est ça qui est arrivé. T'sais. Fait que, tu sais, le momentum que Victoriaville a réussi à se créer rapidement, tout de suite, ils en ont profité. Là. Et Victo, défensivement aussi, tu sais, Jonquière marque les premiers points du match. Ça fait 3-0, mais c'est un court. On les a arrêtés à la porte des buts. Même que Jonquière a respecté Victo à ce moment-là. C'est même pas dit on va l'essayer. Ils ont pris un placement de 8 verges. Alors, tu sais, c'était 3 essais à la ligne de 1 puis ils n'ont pas rentré. Exact. 3 essais à la ligne de 1, 2 courses par 2 joueurs différents, une passe. On a tout essayé. La passe de la paire, une fois à Mikamu, une fois à Bonnefoy, après ça, une passe à Cholet. 3 fois, ça ne marche pas. On se contente du placement. Comme tu dis, il y a une histoire de respect là-dedans où est-ce qu'on s'est dit, wow, là, on va aller marquer nos points. Parce que justement, on avait commencé en donnant on a échappé un ballon. Après ça, on fait une bonne drive. Puis là, tu dis, on ne peut pas finir sans avoir de points. Là, on va tellement. Fait que, au moins, on est allé chercher ces points-là. Mais quand même, ça lançait un message. Oui. En fait, tu sais, en partant, là, quand le match a commencé, là, quand on regardait les forces en présence, juste dans le warm-up, tu regardais l'aspect physique. C'était outrageux là, du côté de Jonquière, comment est-ce qu'on est au niveau du 16. Là. La ligne à l'attaque de Victo versus la D-line des Gaillards, ça n'a rien à voir. Là. Ça n'a même pas, ça n'a pas de commune mesure, mais ils sont teigneux, ils travaillent vraiment fort. D'ailleurs, j'ai souligné le 71 Logan Letendre qui a eu notre ami le 51, le plaqueur défensif que j'oublie son nom, des Gaillards. Il y avait c'était David contre Goliath, mais il a tenu son bout tout le match. Puis, Léo Fleury, oui. Puis je tiens à le souligner. Puis du côté défensif aussi de Victo, c'est un peu la même chose, mais l'intensité qu'on avait, on voulait aller au plaqué, on était actif, on était agressif. Puis ça, on a réussi à tenir un bon bout de temps dans le match. Là. Tu sais, honnêtement, j'y ai cru. Là, même encore fin 3e quart, là, on était encore dans le match là, du côté de Victo. Là. Les partisans aussi n'ont jamais lâché. J'entendais plus grand monde du côté de Jonquière. Là, on ne savait pas ce qui se passait. Là. Exact. En fait,
fin de troisième quart. Là. On s'entend qu'on finit le troisième quart contre ta ligne de 31. Ils sont tout de suite allés marquer une longue passe là, de Walling de 19. Là. Ils sont allés marquer avec la passe de 19 verges tout de suite sur le premier jeu du quatrième quart. Mais comme tu dis, tu finis le quatrième quart, tu mènes encore 18-8. Là. Mm-hmm. Fait que c'est pas. Effectivement, là, tu le sais que tu as du travail à faire, c'est pas réglé. Tu es à 2 possessions encore, il faut que tu ailles finir le travail. Non, tu as raison, on n'avait pas encore pris tout le momentum qu'on avait besoin de prendre pour finir le travail. Les Gaillards se sont entêtés au début du match, puis avec raison, à vouloir établir le jeu au sol, avec bonne foi, avec Mikamu. Éventuellement, Mikamu, on l'a retiré du match parce que bon, il a fait 2 fumbles consécutifs, puis on ne l'a pas revu du match. Parce que quand il part, lui, là, il était peurant. Il a des enjambées. C'est fou, là, la vitesse qu'il arrive à prendre, mais malheureusement, là, il protégeait peut-être moins la balle. Fait que, mais bonne foi, frappait très, très fort, frappait très souvent. Puis éventuellement, on les a épuisés aussi avec ça. Là. Vers la fin, il n'y avait plus vraiment de ressources là, du côté de Victo. Puis ça, c'est un point qui est récurrent aussi. Là, durant l'année, en deuxième demi, souvent, on tombait un peu à plat. Puis là, ils ont payé aussi, malheureusement. Là, toute cette intensité-là, cette agressivité-là, puis le gabarit imposant des Gaillards a demandé, en fait, qu'il a manqué de gaz dans le réservoir. Fait que, mais pour moi, là, il y a le moment clé du match, c'était avec 12 minutes à faire. Là, on vient d'accorder un toucher. Je pense qu'à ce moment-là, on était à 22-18, right? Côté Jonquière. On remonte. Ouais. On remonte la balle. Avec Victo, on était en train de vouloir aller scorer. Il est arrivé 3 jeux à peu près au 35. Là. Des fois, c'est rien. Hein. On a Gouin a accordé un sac. Deuxième essai, il y a eu une course pour rattraper le terrain perdu. La troisième, une passe incomplète. Juste un peu en arrière. La balle tombe. Après ça, on dégage sur un quatrième essai. Puis on envoie notre punter rouler à droite. Puis qui avait fait des bons punts toute la soirée, mais là, il se met à rouler à droite, c'est probablement la stratégie. Là, on dégage, le botté est court, le 88. Matteo Sankara. Prend la balle. 86 verges. La couverture est so-so. Il trouve une brèche. Puis le match est terminé avec ça. Là. Ben en fait, c'est à ce moment-là que Jonquière prend les devants. C'est sur ce jeu-là. Oui, c'est ça. Oui, 18-15, ça devient 22-18. Après ça, Victo a sa drive entre les mains, essaye de faire de quoi, mais se fait complètement arrêter. Il ne se passe absolument rien. Jonquière, en fait, Jonquière est même revenu. Puis oui, c'est ça. Non, la fois d'après, Jonquière a tout de suite marqué, effectivement, pour ajouter son autre touché pour mettre ça 28-18. Fait que, c'est que, tu sais, on parlait justement dans la game dans Division 2, c'est là Jonquière est devenu insolutionnable. On n'était plus capable de trouver de réponse. Jonquière, jeu après jeu, on dirait que tout fonctionnait. Tu as peut-être raison. Il y avait peut-être effectivement tous les efforts qui avaient été mis avant. À un moment donné, subir autant de poids et de force aussi longtemps, l'adrénaline peut aider, mais il y a des limites à ce qu'elle peut faire pendant un match complet. Puis là, quand tu tires de l'arrière puis tu t'es battu comme ça, là, on est tombé à plat. Puis là, la foule de Jonquière a embarqué. Là, le retour de beauté de Sankara a donné un nouveau saut. Parce que même à ce moment-là, là, je suis allé voir là, comme il faut, c'était 18-15 Victo. Oui, c'est ça. À ce moment-là. Parce qu'à ce moment-là, je regardais le match dans mon salon, puis je me disais, si Gouin met juste ça aurait peut-être pas été un premier essai, mais il fait juste mettre la balle au bon moment. On est en position pour faire un botté de placement, puis on a 3 points, puis on menait le match 20, on a raté le match 21-15 à ce moment-là. Finalement, ça retourne de l'autre bord, c'est 22-15. Alors, écoute, Victo, là, pendant la majorité du match, ça a été pour moi la meilleure équipe. Puis Gouin, moi, il m'a impressionné dans ce match-là. Parce que c'est un gars sur qui on avait des doutes. On arrivait de gagner une demi-finale 7-2 avec aucun touché dans le match. Tu sais, contre la Nodière. Alors là, on se disait, est-ce qu'on va être capable de rivaliser contre Jonquière? Tu sais, avec Alexandre Gouin, là, il y a eu quelques moments, tu sais, comme cette passe-là, puis le moment, il était très bon, là. Il s'est fait frapper.
Ça, c'est s'il a été victime de ce sac, là, mais on s'entend-tu qu'il y en a peut-être un où il a gardé le ballon un peu trop longtemps parce qu'il aurait pu, mais les autres, c'est de la pression qui arrivait de partout, puis il n'y avait même pas le temps de. Je jouais plus pour sa survie. Oui, bien impressionné. Il a évité les revirements dans ce match-là. Là. Puis il n'a pas lâché aussi, là. Parce qu'il faut juste se rappeler qu'à la fin, là, on monte, on est à l'intérieur du 10 de Jonquière, là, je pense, à la fin. Là. Oui, il reste 1 minute, puis après ça, il aurait fallu faire un bot écho, peut-être. Puis, en fait, non, c'est 28. Ouais, c'est ça. C'est 28-18. On perdait par 2 points. Je comprends, mais je veux dire, ça reste que tu n'es pas loin d'aller amener ça à 28-25, probablement. Puis après ça, tu sais, Mais dans cette drive-là, il s'est blessé. Gouin s'est blessé, puis on ne le voit pas dans les statistiques, mais c'est Sébastien Lessard qui a complété 3 passes dans ce drive-là. Oui, c'est vrai, c'est Sébastien Lessard qui est allé faire les passes à Lebel, Arsenault et Germain de suite, là, les 10. Oui, exact. D'ailleurs, je l'ai souligné parce que le gars, il est arrivé sur un 4e essai 10. Là. Bang! Complète. Let's go first down, on continue. Il en a refait d'autres. À la fin, par contre, là, quand on est arrivé sur un 4e but, on a décidé d'y aller alors qu'on aurait peut-être pu faire un placement, va rebotter, faire un bot écho, puis te donner une chance encore d'être. Sauf que c'est là que. Moi, c'est pour ça que je trouvais que c'était une bonne décision d'y aller. Parce que c'est là que le règlement du football canadien vient en compte. Tu fais un placement, l'autre équipe peut prendre le ballon 35. Donc, t'es pas. T'as raison. Je pense que quand il reste. T'es en bas du 3 minutes, je pense que t'es obligé de faire un botté. Ah, ça se peut, par exemple. Quand t'es en dedans de 3 minutes, tu es obligé de faire un botté de toute façon. Fait que ça non, de toute façon. À moins que ça, ce soit au niveau pro, ils font ça. Puis au niveau collégial, c'est différent. Il faudrait peut-être que quelqu'un nous envoie la réponse, ça, si vous l'avez. Mais, parce que moi, tu sais, on coach dans des ligues avec des règlements de la NFL et de la Ligue canadienne. À un moment donné, on devient mêlé. Oui, mais c'est avec raison en passant, mais nonobstant ça, là, tu sais, on l'a dit. Marc, je pense que c'était toi qui avais dit ça. Si on est en dedans de 20 points, on va être content. On a eu une game. Bravo. Un gros bravo aux Vulcains de Victoriaville. Ils sont venus pour jouer. Ils ne sont pas arrivés là en se disant « Hey, c'est déjà bon, on est rendu. » Ils sont arrivés là avec l'idée « Non. C'est qui? C'était Jacques Demers qui avait dit 193 « We're gonna shock the hockey world. » Eux autres, je pense qu'ils ont dit « We're gonna shock the Detroit world. » Ils ont essayé et ils sont passés proches. Fait qu'il faut les féliciter de ça. C'est vraiment un beau match. Gros respect. Effectivement. Chapeau à Stéphane Larivard qui est déjà venu recruter des joueurs, là, qui est déjà venu recruter des joueurs chez nous à Saint-Jean aussi. Là, puis que j'avais eu une bonne impression quand j'avais vu là. Écoute, chapeau, ce gars-là, c'est un fighter. Ses équipes sont toujours prêts à jouer. Des fois, tu n'as pas le résultat que tu as, mais il y a une chose que tu ne peux pas enlever au Vulcain de Victoriaville avec coach Larivard, c'est que cette équipe-là va se battre, peu importe c'est quoi le score. Puis là, écoute, on a failli. Écoute, on aurait fait trembler. Je pense qu'on aurait fait trembler Trois-Rivières jusqu'à Lévis si on avait gagné ce match-là. C'est sûr que ça serait frappé. Écoute, puis Gouin, ce que j'ai aimé, il était bon par la passe. Il a même capté une passe à un moment donné sur un jeu de rookie. Il a été capable de courir avec le ballon tout en évitant les revirements. Alors ça, c'est intéressant. On a utilisé nos meilleurs joueurs. On a essayé de gagner avec notre meilleur. C'est gars, chapeau, non? Bravo, Victo, là, honnêtement. Parce qu'on va peut-être y aller pareil, finalement, de faire le podcast à Victoriaville. Regarde, on n'est pas barré à 40, on peut faire plein d'affaires. Puis l'autre côté, on n'a pas parlé beaucoup de l'attaque de Jonquière, on a parlé beaucoup de Victo, là, mais Olivier Lefebvre, wow, quel talent. On l'avait vu, on savait que c'est un des meilleurs au Québec. Et il s'en va jouer à Bishops. Oui. Ouais, fait que c'est ça, c'est un super talent. Les deux receveurs, Fortin et Cholet. Oui, absolument. Wow. Puis, c'est ça, c'est un beau groupe de joueurs français. Puis, Bonnefoy, on parlait de Bonnefoy tantôt. On attend de savoir qu'est-ce qu'il va faire l'an prochain. Il est rendu à l'étape où il a fini sa carrière collégiale. Est-ce qu'il va aller rejoindre le contingent de running back français avec les Carabins? J'ai hâte de voir s'il va suivre le reste de la gang, si on va lui ouvrir les portes là-bas aussi. En tout cas, un super beau match. On termine tout ça. D'habitude, on ne va pas là, mais on va se permettre d'y aller parce que ça faisait partie des festivités du Bol d'Or en fin de semaine à Trois-Rivières. On avait la finale juvénile D1 entre Bourget et Saint-Jean-Eudes. Malheureusement pour Bourget,
sont arrivés là sans leur corps arrière régulier. Et c'est Max Latendresse qui a pris sa place. Max Latendresse, il faut savoir que c'est le receveur numéro 1 de l'équipe habituellement. Donc, non seulement tu te retrouvais plus de carrière numéro 1, tu n'avais plus ton receveur numéro 1, mais le gars est une bête. 6 pieds 3, 245 livres à 16 ans. Et ça, c'est le frère. Il est le frère d'un des receveurs à Vanier, Lucas Latendresse. Oui, Lucas Latendresse. Max Latendresse, là, quand il prenait le ballon et qu'il décidait tout simplement de faire un dive, il faisait du chemin. C'était pas compliqué parce qu'il prenait, lead ou dive, peu importe, là, il reste quand c'était le temps de rentrer. C'était pas compliqué. Là, il prenait le ballon, il bulldozait tout le monde. Mais ultimement, ben écoute, veux pas, c'est Saint-Jean-Eudes mené par le grand Elliott Drapeau qui n'a pas eu à être excellent, soit dit en passant, qui a très bien fait son travail, mais qui n'a pas eu à dominer le match. Saint-Jean-Eudes a justement pas fait d'erreur, a été efficace au sol notamment. Puis, ultimement, ben, victoire des Condors de Saint-Jean-Eudes pour le Bol d'Or en division 1 juvénile. Will, je sais que tu as vu le match tout de ton côté. Comment tu as vu ça? Non, effectivement, pour Bourget, moi, je connaissais quand même un peu Bourget parce que j'ai 2 anciens à Saint-Jean qui jouent Bourget, donc j'avais vu quelques matchs de eux cette année. J'ai eu la chance de me déplacer. Non, Latendresse, moi, il m'a impressionné. Il était gamer. Écoute, c'est lui qui finit avec le plus de verges au sol pour Bourget. C'est lui qui a été le corps arrière qui est arrivé là, se lance pour 181 verges, 20 en 29, tu sais. Oui, il a été bon, là. Il a été très bon. Donc, non, exactement. Pas d'interception, lance une passe de toucher. Moi, je l'ai adoré dans ce match-là. Comme tu l'as dit, écoute, son gabarit fait en sorte qu'il peut nous amener de très belles choses sur un terrain. De l'autre côté, évidemment, il y a de Drapeau, c'est l'histoire. Saint-Jean-Eudes, saison parfaite, évidemment, avec ce titre. Donc, il y a de Drapeau qui n'a même pas eu besoin de lancer une passe de toucher dans ce match-là. Il a juste fait ce qu'il avait à faire, mais c'est notre duo de porteur de ballon qui s'est occupé du match, Drogué et Bégin, qui ont été exceptionnels. Bégin a donné le ton très rapidement avec le premier toucher du match. Une course, une séquence où c'est Drogué qui amène ça à la porte des buts, puis Bégin finit ça avec une course assez robuste. Merci pour aller... Donc, non, moi, j'ai bien aimé ce match-là. C'est un très bon match de football, là, honnêtement. Bourget qui s'est battu jusqu'à la fin. Là. Ça finit 23-13. Les 13 points de Bourget sont au 4e quart. C'était 23-0. Ouais, à la fin, un peu comme dans d'autres matchs qu'on a vus, on se relançait. Mais c'est juste que Bourget, dans le fond, ben oui, puis il n'arrivait pas à stopper, justement. À chaque fois qu'il avait marqué, il n'arrivait pas à stopper Saint-Jean-Eudes. Donc, à ce moment-là, le trou se refaisait à chaque fois. Donc, on avait amené ça, je pense. C'est ça, après ça a fini 23-13. Mais tu sais, 13 points, quatrième quart, cette équipe-là était résiliente. On a commencé à faire des choses intéressantes. Bien aimé, écoute, c'est sûr, je vais prêcher pour la paroisse, mais très content pour Yohan Saint-Martin, qui est son dernier match. Qui est tout un joueur défensif, puis que les balles. Comme il a utilisé comme secondaire au centre, alors qu'habituellement, c'est pas sa position, mais pour ce match-là, on savait à quoi s'attendre, fait qu'on s'est dit on va l'installer au milieu, puis il couvrira le terrain qu'il a besoin de couvrir, il l'a très bien fait, 10,5 plaqués. Oui, qui était notre nickel corner une année, qui avait même été mon corps arrière il y a 2 ans, on avait été en finale, de jouer les 2 positions, parce que ça avait un corps arrière que j'avais développé sur le temps, parce qu'on n'avait plus de corps arrière avant le début de la saison. Finalement, ça avait été une très belle run, mais tout un athlète d'exception. Absolument. Fait que, écoutez les gars, je pense que une bonne heure d'explication sur 3 matchs, ou 4 matchs en fait, parce qu'avec celui du juvénile, je pense que le monde en a eu pour leur argent avec notre show de cette semaine. Ça met fin à notre saison de football à analyser des matchs. Fait que je veux vous remercier. Je veux remercier tous les coachs. Je veux féliciter les joueurs. Féliciter les coachs, les remercier. Leur disponibilité est tellement, tellement appréciée quand on veut poser des questions, quand on veut jaser avec tout le monde. Merci aux joueurs aussi de prendre le temps de répondre à nos questions quand on les tag. Merci de nous dire merci. C'est vraiment apprécié. Sachez qu'on adore ça. En fait, vraiment, on a eu des beaux commentaires. Merci, les commentaires, c'est extraordinaire. Ceci dit, je fais des merci, mais on est là la semaine prochaine.
On revient la semaine prochaine. La semaine prochaine, c'est la tournée des prix individuels, les bulletins sportifs, les trophées ou bulletins sportifs, si on peut les appeler de même. Trouver là quelqu'un qui était un ancien joueur là, qui était à retraite là, ou quelque chose, un ancien coach là, qui a eu de la renommée, puis on pourrait appeler ça comme ça, comme les Félix ou les. Les Pete Christomalis, on pourrait aller là. Je sais pas. C'est un peu long ça, par contre. C'est juste. Oui, mais on peut appeler ça les Pete. Un Pete. Tu reçois un Pete. Le Pete. Joueur offensif, il y a tel nom d'un. Ouais, j'aime ça. Joueur défensif. Ouais. On brainstormera là-dessus. Je pense qu'il y a quelque chose à faire avec ça. De toute façon, les gens qui nous écoutent, si vous avez des idées, là, amenez ça. Le trophée Marc Gagnon qui sera remis au géographe de l'année aussi. Puis le trophée Will Julien aux fans des Alouettes de l'année. Ouais, moi, je vais voir en parade demain. Ben, j'espère. Le trophée Ben Cahoun. En fait, je suis surpris que tu ne conduises pas un des chariots. Des chars allégoriques. Des chars allégoriques. Ben, au prix que je paye mes billets, j'aurais sûrement le droit de pouvoir d'avoir l'honneur d'en conduire. Au moins, on va avoir des pompons en avant, faire quelque chose, là, il me semble. Ouais, c'est ça. Hey, good, les gars, je vous remercie. On se reparle la semaine prochaine. Yes. Bye. Hey, boys.